Ça y est, ça marche. J'ai eu peur. Ah, la grosse bourde, je croyais que j'étais toute seule, l'angoisse. Bonjour tout le monde. Alors, je finis de refermer vite fait toutes mes pages que j'ai ouvertes en panique. Tac, tac, voilà. C'est bon, je suis prête. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis contente de vous retrouver enfin ce soir avec quelques minutes de retard. Et ouais, nous aussi, on a eu peur, Claudine. Ouais, salut Claudine. Claudine, c'est toi qui s'est inscrit à la formation contrôle pédagogique et que j'ai vu ce matin là dans les mails, il me semble. Voilà, en tout cas, c'est une Claudine. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce live de ce soir où on va parler du coup des bases de l'instruction en famille, des fondations et surtout par quoi commencer dans ce fouillis d'informations. Donc, avant de commencer, je vais vous mettre comme hier un petit un petit sondage pour vous demander si vous aviez été là hier. As-tu été là hier, à l'atelier d'hier? Hop, comme ça, je vous laisse le temps de répondre et je vais commencer à vous présenter la façon dont ça va se passer ce soir. Donc, ceux qui étaient là hier, du coup, vous en êtes rendu compte. Et pour les autres, je refais quand même une petite présentation de ce qui va se passer. Donc, comme hier, je vous demande de couper toutes les sources de distraction pour qu'on soit pleinement ensemble du début à la fin. Et du coup, je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Marion Billon. Je suis auteure du blog Les Enfants à venir. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le voir. C'est les-enfants-avenir.com. Et voilà, et du coup, je suis accompagnante en instruction en famille. Et avant de faire ça, j'ai été instite pendant 10 ans, puis bergère et maman aussi de 2 enfants qui ont 5 et 9 ans aujourd'hui, bientôt 10 d'ailleurs, et qui sont en unschooling, sauf une demi-heure par jour pour mon plus grand, comme j'expliquais hier. J'ai aussi écrit un livre, suivi une formation Montessori, fait une classe Montessori dans le public. Voilà. Et du coup, sur le blog, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Il y a une formation offerte pour pouvoir lire mon livre qui est offert et aussi qui fourmille d'outils utiles. Voilà. Donc ça, c'était pour petite présentation de qui je suis. Et maintenant, je vais vous présenter un peu la façon dont va se passer l'atelier de ce soir. Je vais couper rapidement comment ça s'appelle, le chat. Enfin, moi, je vais voir ce que vous écrivez, mais par contre, vous ne verrez pas. Parce que comme ça, vous éviterez d'être trop distrait ou distraite. Donc, on a une majorité de femmes ce soir. Marjolaine, Anne, Angélique, Stéphanie, Laura, Clotilde, Marjorie, Astrid. Je ne vois pas d'hommes pour l'instant. Hier, on avait Erwan et Christian et d'autres d'ailleurs, dont je ne me souviens plus. Et j'avais mis mis un défi à Erwan et à Christian d'envoyer leur lettre ce matin, donc pour déclarer l'instruction en famille. Je ne sais pas s'ils l'ont fait et je ne sais pas si on aura... Ah, voilà, Pascal, le premier homme qui est avec nous. Alors, on est combien? Alors, pour l'instant, on est 38 de connectés. J'espère que ça va continuer. Alors, je vais vous mettre le nombre de personnes que nous sommes. Il y en a 946 qui sont inscrits et il y en a 42 là pour l'instant. Mais vu que j'ai fait un petit bug dans le départ de l'atelier, voilà, ça fait que ça s'est pas bien passé. Donc, il y a peut-être tous ceux qui vont avoir leur mail. Alors, où est-ce qu'on met? Là, vous devez voir combien on est là maintenant. Voilà. Hop, tac, tac. Alors, voyons voir ce sondage un petit peu. On en est à 73% de oui et 26% de non. Donc, voilà, bienvenue à cet atelier de ce soir. Allez, on commence de suite le petit atelier. Alors, je vais vous parler de ce que c'est l'instruction en famille, en tout cas la façon dont moi je le vois.
Et ensuite, je vous demanderai votre avis sur un petit point qu'on reverra ensemble. Et ensuite, on verra comment ça s'organise et on fera un petit rappel sur le fait que l'IEF n'est pas l'école. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'est l'instruction en famille, c'est une ouverture sur le monde. La plupart des gens pourraient croire que c'est le fait de se fermer sur la famille, mais au contraire, c'est la possibilité de s'ouvrir sur le monde, puisque l'école, en fait, c'est le fait d'être renfermé en dehors de la société, entre quatre murs ou plus, s'il y a plusieurs salles de classe, ok, mais n'empêche que c'est dans un endroit assez clos et on fait rentrer des compétences de façon abstraite dans cette école pour les enseigner aux enfants. Alors que la possibilité que nous avons en plus, nous, en instruction en famille, c'est du coup de profiter de tout ce que la vie peut nous apporter pour apprendre des choses nouvelles au quotidien. Et du coup, le fait d'être au maximum en contact avec sa société, c'est comme ça que nous allons développer un maximum. Ah, j'ai oublié de couper le chat. Donc, je le coupe. Hop. Et je fais une petite parenthèse, je le redirai plus tard. Si jamais la prochaine fois, vous voyez que c'est pareil, on vous met dans 23 heures ou etc. Parce que du coup, c'est un problème avec mon logiciel de webinaire. C'est pas grave, restez, moi je me connecterai et comme ça vous ouvrira la fenêtre. Vous refermez, vous relancez le lien parce qu'en fait, c'était le même lien. Je vous ai remis le même lien sur le mail. Donc, il suffit de fermer votre fenêtre et de la réouvrir. Et à ce moment-là, vous verrez que je suis connectée et du coup, ça vous laissera la possibilité de vous connecter également. Voilà. Alors, du coup, je vous disais que le fait d'être au contact au maximum avec la société, c'est comme ça que l'enfant, et même l'adulte ou peu importe, va apprendre un maximum. Si on prend l'exemple de la marche ou de la parole, c'est le fait d'être au maximum au contact avec les autres qu'un enfant va apprendre à parler, puisqu'il va voir différentes personnes s'exprimer et il va au fur et à mesure prendre des outils, prendre des clés pour pouvoir lui aussi, à son tour, parler. Alors, d'ailleurs, ouais, là, d'ailleurs, ouais, je vous mets pas tout de suite la page d'après parce que ça va vous perturber. Alors, hop, excusez-moi, je vais profiter de ça, voilà. Alors, je vais vous faire une petite citation de Thierry Bardot. C'est dans son livre, mince, c'est quoi le livre? C'est l'école, au nom du pire, l'école nouvelle religion d'État. Alors, il dit que enfermer un enfant en prétendant le libérer, lui imposer des consignes en prétendant le rendre autonome, l'évaluer et le punir en prétendant développer son esprit critique, exiger de lui obéissance en prétendant l'émanciper, et aussi le fait que l'on fait des cours sur le consentement. Donc tout ça montre que le fait de ne pas être à l'école, c'est une ouverture sur le monde, tout simplement. Alors, lorsqu'on est ouvert sur le monde, toutes les occasions, du coup, sont bonnes pour apprendre. Et du coup, ça fait renaître cette petite étincelle et ça fait renaître la soif d'apprendre. Comme par exemple, si on fait des visites au musée, là, c'est une occasion de s'immerger complètement et du coup, de faire renaître cette soif d'apprendre. En tout cas, si c'est des choses qui sont en lien avec les centres d'intérêt de nos enfants. Et puis, on peut aussi prendre tout simplement l'exemple lorsqu'on va chez le boulanger, chez le garagiste, lorsqu'on rencontre un artisan, lorsqu'on rencontre une personne ancienne qui a plein de compétences et de choses à enseigner. Enfin, je sais que moi, mon fils, il adore aller discuter avec les personnes âgées, puisqu'il sait qu'ils ont le temps de parler avec lui. Et je ne sais pas, il y trouve un certain plaisir.
Et du coup, c'est souvent que lorsqu'il voit une personne âgée assise quelque part, qu'il va discuter avec lui. Ça va être aussi l'occasion de rencontrer d'autres parents, je sais pas, toutes sortes de corps de métier, un circassien, un pianiste, une fromagère, un boulanger, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver. Nous, en ce moment, on est sur une pépinière de projets, donc on voit passer plein de gens avec des projets différents et tous ont en commun le fait de vivre passionnément. Et du coup, ça, c'est une super occasion pour les enfants d'apprendre, de voir des gens qui vivent en fonction de leur passion, qu'ils ont choisi leur métier. Voilà. Et en fait, aussi le fait de vivre avec eux, de partager nos passions ou même nos obligations, ça va leur permettre d'apprendre des choses. Tout simplement, on peut prendre comme exemple le fait de faire la cuisine, le fait de faire, nous qui étions bergers, le soin aux brebis, le dosage des médicaments, le comptage des bêtes, ou encore les courses, tout le monde va faire ses courses, le fait de payer, de lister, de cocher, lorsqu'on va faire des courses, le fait de faire du jardin ou de la transformation, du bricolage, etc. Le fait de faire du fromage, enfin tout le monde ne fait pas son fromage, mais finalement tout le monde pourrait, si on veut. Il suffit d'acheter du lait cru et de se mettre à faire son fromage. Et aussi lors des réunions ou des apéros, des rencontres avec les gens, lorsqu'on échange, qu'on va chez eux, etc. Tout ça sont des occasions merveilleuses pour les enfants d'apprendre et de faire renaître des passions. Alors, il y a un proverbe également qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Donc, en fait, le fait d'avoir un village pour élever son enfant, c'est pas toujours facile. Et du coup, ça peut orienter nos choix de vie. On peut penser à un habitat participatif, à partir en voyage de façon régulière ou permanente. C'est ce qu'on appelle les gens nomades. Nous, pour l'instant, nous sommes nomades. Mais c'est peut-être temporaire. Peut-être qu'on va y prendre goût et continuer. Ça fait depuis le confinement de l'année dernière où nous sommes nomades. Plus ou moins. On s'est posé l'année dernière, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, du coup, ça permet de rencontrer d'autres gens, de voir d'autres situations et de justement s'ouvrir sur le monde. On en revient à notre sujet de départ. Il y a aussi le fait de se constituer un réseau d'IEF. Et ça, on en avait parlé un petit peu hier. On m'avait demandé, alors comment est-ce qu'on fait pour rencontrer un réseau IEF? Tout simplement, euh, euh, en allant sur un groupe Facebook. On va sur Facebook et on tape IEF et le numéro de son département ou le nom de son département. Et souvent, on va trouver quelque chose qui va nous correspondre. Et ça va nous permettre de mettre des choses comme ça en lien et de rencontrer des gens. Enfin, je sais que nous, là, la période où on a fait un peu de nomadisme itinérant, on a tout le temps trouvé des groupes, des personnes à rencontrer en fonction des réseaux IEF existants. Donc maintenant, il y en a vraiment à peu près partout. Alors effectivement, ça nous arrive d'avoir à faire une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour pouvoir se rencontrer les uns les autres. Mais si c'est 1 ou 2 fois dans la semaine, ça vaut le coup. Alors, il y a aussi les activités collectives. Ça permet aussi aux enfants de se retrouver entre eux, entre enfants d'à peu près la même classe d'âge. Et malgré le fait que c'est important aussi de savoir jouer et de rencontrer d'autres gens de tous les âges, ça peut être aussi appréciable de partager des activités avec des enfants qui ont à peu près les mêmes facilités cognitives ou les mêmes aspirations. Voilà. Alors, on va passer au deuxième point de ce qu'est l'instruction en famille. C'est également le respect des rythmes et des étapes propres à chacun. En effet, lorsqu'on est en instruction en famille, on a cette possibilité-là de pouvoir respecter nos enfants au plus juste de leur développement. Et si là, j'ai marqué un âge pour la lecture, donc c'est un exemple. Mais c'est vrai que dans les classes, on force les enfants à commencer à apprendre à lire à 6 ans. Mais parfois, dans les classes en France, pas forcément ailleurs. Mais parfois, 6 ans, mais ce n'est pas le bon moment pour les enfants. Donc, on va les forcer à rentrer dans la lecture et du coup, ils vont un petit peu prendre ça en grippe et ça va devenir quelque chose de compliqué pour eux. Ils vont se mettre en difficulté, à perdre confiance en eux et finalement peut-être devenir des mauvais lecteurs. Et alors que si on avait attendu quelques années, quelques mois ou quelques années, c'est pas rare qu'un enfant apprenne à lire naturellement à 12 ans.
Et si on attend le moment où justement c'est le bon moment, en général, en 15 jours, 3 semaines, un mois maximum, si on attend que le déclic il se fasse, ça peut être réglé en fait. Donc effectivement, après, il faut de l'entraînement, il faut attendre aussi de pouvoir maîtriser le sujet, donc ça peut demander un peu plus de temps. Mais voilà, ça, une fois que l'enfant est motivé, ça se fait très rapidement. Et c'est en Australie, par exemple, où il y a l'école, et à l'école, comment dire, tous les apprentissages sont décloisonnés en fonction des âges. Et du coup, un enfant qui a envie d'apprendre à 12 ans peut apprendre à lire à 12 ans. Et ça, en France, c'est pas possible. Et moi, je l'ai vu dans mes classes, ça crée vraiment des problèmes. Donc ça, nous, en instruction en famille, on a cette possibilité-là. Et comme je le disais hier, et comme je le redirai aussi dans l'atelier sur le contrôle pédagogique, nous, en tant que parents, on doit faire progresser nos enfants de leurs 3 ans à leurs 16 ans pour leur permettre d'apprendre, pour leur permettre d'acquérir à leurs 16 ans l'ensemble des compétences du socle commun. Donc, ça veut bien dire qu'on peut aller tranquillement pour qu'ils puissent avoir cette possibilité d'apprendre à leur rythme, à condition qu'à 16 ans, ils sachent lire, ils sachent écrire, ils sachent voilà, toutes les choses qu'on demande dans le socle commun des compétences, enfin des connaissances, de compétences et de culture. Voilà, que vous pouvez trouver sur EduSchool, petite parenthèse. Alors, j'ai fait aussi un petit exemple pour les mathématiques. Et les mathématiques, c'est un exemple, je trouve, très flagrant dans le sens où c'est une notion qui nous entoure quotidiennement. On est toujours en train d'utiliser les mathématiques de façon consciente ou inconsciente. Et je veux dire, on utilise le système de numération en permanence, on fait des choses mathématiques sans s'en rendre compte. On observe des choses mathématiques aussi sans s'en rendre compte. Comme par exemple toute l'architecture, je veux dire tout ce qui est angle droit, tout ce qui est parallèle, c'est des choses auxquelles notre œil s'habitue, puisque c'est des choses qu'on utilise dans l'architecture, dans la construction de nos maisons, etc. Et dans plein d'autres choses, voilà. C'est juste pour vous donner des exemples. Et le fait de faire des mathématiques de façon abstraite trop tôt va empêcher l'enfant d'appréhender naturellement toutes ces notions et de les comprendre. Les mathématiques, c'est bien, mais une fois que la notion concrète a été comprise, les mathématiques, c'est une façon abstraite, on introduit des façons abstraites pour pouvoir simplifier le fait de compter, simplifier le fait de représenter, simplifier le fait de construire, enfin voilà. Et tout ça, c'est pas respecté à l'école. Et ça, nous, en tant que parents en instruction en famille, on peut se permettre de le respecter. Voilà, donc c'était un autre exemple. Il y a bien sûr les besoins physiologiques et chronobiologiques des enfants qui sont pas du tout respectés à l'école. Donc, par exemple, le besoin de sommeil pour les enfants qui ont besoin de se lever plus tard, puisque en général, l'école commence à 8h30, le temps de se préparer, le temps de faire le trajet en voiture, etc. Et tout simplement le rythme de l'école, puisque souvent, quand les enfants vont à l'école, les parents vont au travail. Donc, eux, ils se tapent des journées de fou parce qu'il y a le moment où le parent dépose l'enfant à l'école pour lui être à l'heure à son travail. Donc, des fois, il y a la garderie le matin, la garderie le soir, la cantine le midi. Voilà, donc on est loin des rythmes de l'enfant, naturel de l'enfant. Un enfant ne peut pas avoir ce rythme d'adulte. Déjà, nous, en tant qu'adultes, c'est dur. Donc, un enfant, c'est une grosse contrainte pour lui. Pareil pour les siestes. Les siestes, c'est un petit peu rythmé en fonction du rythme des autres aussi. Si l'enfant n'a pas besoin de faire de sieste, bah, parfois en maternelle, il est un peu obligé de se poser et tout ça. C'est parfois mal vécu. Il y a des enfants qui arrêtent de faire la sieste à 2 ans. Et inversement, pour ceux qui ont besoin de dormir plus longtemps, bah, ça arrive qu'on les réveille maximum à la récréation au milieu d'après-midi. Donc voilà, tout ça fait qu'on ne peut pas, dans une collectivité, c'est pas possible de respecter les besoins physiologiques et chronobiologiques de tout le monde. Il y a aussi le besoin de manger, de boire, tout simplement, d'éliminer, qui ne sont pas respectés de façon satisfaisante à l'école. On demande aux enfants à aller tous aux toilettes pendant les récréations, même si parfois c'est autorisé dans la classe, c'est pas rare qu'on leur demande vas-y, attends un peu, il reste que 10 minutes. Voilà, après pareil pour manger, ils ont des temps pour manger. Et ça, voilà, donc il y a des enfants qui ont besoin de manger un petit peu
tout au long de la matinée ou tout au long de l'après-midi. Voilà. Et du coup, le dernier point, pour les besoins physiologiques et chronobiologiques, c'est la présence de la figure de rattachement. Pour les enfants en bas âge, la présence de la figure de rattachement est super importante. Donc là, en l'occurrence, c'est souvent la maman ou le papa. Donc là, du coup, lorsqu'il est à l'école, il ne va pas avoir sa figure de rattachement. Et suivant l'évolution dans laquelle il est, ça peut poser problème pour les apprentissages. Donc pour les enfants petits, c'est aussi un point à ne pas négliger. Alors, il y a également un point pour les enfants atypiques ou neuroatypiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les enfants atypiques ou neuroatypiques? C'est tous les enfants qui sont dyslexiques, qui sont dyspraxiques, qui sont TDA ou TDAH, c'est les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, tous les enfants qui sont Asperger, enfin voilà, tous ces enfants qui ont une neuroatypie, une particularité. Et du coup, l'école est un lieu très normé. Donc, pour ces enfants-là, c'est vraiment compliqué de trouver sa place, de se développer normalement. Ils sont soit, pareil pour les enfants à haut potentiel, c'est des enfants neuroatypiques, donc ils ne sont pas typiques, ils ne sont pas normés. Donc, soit ils s'ennuient, soit ils sont considérés comme des cancres, soit ils sont considérés comme des éléments perturbateurs, stigmatisés. On leur demande, voilà, enfin, ils chopent toutes sortes de punitions, ou etc. Ou voilà, enfin, l'école, c'est compliqué de répondre aux besoins de ces enfants-là. Alors que l'instruction en famille, justement, permet particulièrement à ces enfants d'être épanouis, puisqu'on enlève la norme. Donc, ce n'est pas que le handicap disparaît, mais que ce n'est plus un handicap. Ce n'est plus un handicap parce que, du coup, l'environnement est adapté. Voilà. Alors, un autre point sur ce qu'est l'instruction en famille, c'est faire des choix en accord avec ses valeurs, tout simplement, puisque l'école ne correspond pas forcément à vos valeurs familiales. C'est le fait aussi, du coup, de repenser sa vie en tant qu'adulte, de repenser son travail. Donc ça, ce n'est pas forcément toujours évident, puisque, effectivement, il y a cette obligation, entre guillemets, si on veut faire l'instruction en famille, d'avoir quand même, suivant l'âge des enfants, s'ils sont plus grands, c'est différent, mais s'ils sont plus petits, d'avoir une obligation d'avoir du temps disponible pour ces enfants. Et du coup, j'ai marqué aussi faire un travail en accord avec ses valeurs. En fait, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait l'instruction en famille? Qu'est-ce qu'on rêve pour nos enfants? On rêverait qu'ils fonctionnent toujours en fonction de leur motivation, de leur centre d'intérêt, qu'ils soient le plus épanouis possible et qu'on les respecte un maximum. Donc, en fait, ce qu'on rêverait pour eux, l'idéal serait de l'incarner pour nous. Donc là, c'est là où du coup, on va avoir un travail qui va se faire naturellement sur nous. Lorsqu'on se met en instruction en famille, le parent, forcément, il y a un moment où il se remet en question, dire, ben voilà, est-ce que je fais un travail adapté? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et on se retrouve à chercher nos passions, savoir qui on est. Et parce qu'on ne l'a pas fait avant, parce qu'on n'a pas été respecté dans ce sens-là avant. C'est ce qu'on aspire pour nos enfants. Du coup, ça nous permet de nous remettre en question, de se dire, ben voilà, moi, c'est quoi la vie dont je rêverais? Qui je suis, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et du coup, on incarne cette vie de rêve et on donne la possibilité à nos enfants de poursuivre le rêve en fonction de ça également. Alors, le fait aussi de faire des choix en accord avec ses valeurs, c'est aussi prendre soin de soi pour pouvoir être bien avec ses enfants. Et ça, c'est un passage obligatoire, dans le sens où, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui, forcément. Est-ce que, oui, voilà, le fait d'avoir son réservoir affectif complètement vide, de se sentir vide d'énergie, vide de patience, etc. Eh bien là, ça ne fonctionne pas du tout avec nos enfants. On s'énerve, enfin voilà, après on le traduit comme on peut, suivant qui on est, mais c'est tout de suite les choses, la communication passe moins bien, on n'a pas envie forcément de passer du temps avec eux, on aimerait bien faire autre chose. Enfin voilà, on est vide en fait. Donc forcément, en instruction en famille, on va passer tout notre temps, à peu près
pas tout notre temps, bien sûr, mais une majorité, beaucoup plus que s'ils vont à l'école, en tout cas, on va passer beaucoup plus de temps avec nos enfants. Donc, de trouver des outils pour remplir ce réservoir affectif, pour se sentir bien déjà soi, pour pouvoir être bien avec nos enfants, ça devient incontournable. Donc, souvent aussi, là, il y a des parents qui me disent, mais comment tu fais pour rester toute la journée avec tes enfants? Moi, je ne pourrais pas. Mais en fait, l'enfant change de comportement à partir du moment où ses besoins physiologiques sont respectés. Donc, on est moins dans la confrontation, on est plus dans la communication, on est plus dans l'entente, dans l'écoute, etc. Et souvent, les relations s'apaisent d'elles-mêmes quand on enlève ces grosses contraintes. Voilà. Donc, oui, je passe beaucoup de temps avec mes enfants, mais je pense que c'est moins compliqué, ce temps que je passe avec mes enfants, qu'un temps très restreint où l'enfant est frustré, l'enfant a été contraint toute la journée. Donc, je ne dis pas que tous les enfants vivent mal l'école, mais forcément, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Pour lui, comme toute personne en collectivité, on est obligé de se contraindre à la norme, c'est une obligation. Donc, forcément, l'enfant va avoir un besoin de décharge en fin de journée et souvent, ça complique les relations. Ce n'est pas forcément le cas lorsqu'on est en instruction en famille. Voilà. Alors, ça va être aussi la possibilité, du coup, d'avoir des rapports horizontaux avec ses enfants et du coup, de pratiquer le non-agisme. Et il y a Elfie Reboulot qui a écrit un livre dessus. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, le non-agisme, c'était, je pense que ce terme-là a été mise en place, sans dire inventé, mais pour les personnes âgées, pour dire qu'on ne fait pas les choses en fonction de l'âge des gens, on ne les infantilise pas et voilà, on les considère comme des personnes, quel que soit leur âge, même s'ils sont, même si ce sont des personnes âgées ou du coup là, dans notre cas, même si ce sont des enfants. Donc un enfant va avoir un pouvoir de décision aussi sur sa vie. Sur les choses qui le concernent. Donc après, bien sûr, lorsqu'on est en famille, on va avoir aussi des choses à prendre en compte parce qu'on est en famille. Il va y avoir 4, 5, 6 personnes dans cette, ou 2 dans cette famille. Donc forcément, tout le monde doit avoir sa place, tout le monde doit se sentir bien. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui lui sont propres, il y a des choses qui lui sont personnelles. Et du coup, le fait d'être en instruction en famille, ça va aussi lui permettre d'avoir un peu plus de pouvoir sur sa propre vie et d'être respecté en tant qu'individu. Pardon, je fais une petite pause. Et je reviens sur Astrid qui dit l'un des besoins physiologiques est de respirer. Mais oui, Astrid, c'est vrai, merci de nous le rappeler. Avec le masque obligatoire dès 6 ans toute la journée, récréation comprise, n'est plus respectée à l'école. Oui, c'est sûr. Et Belgisard, salut Belgisard, tu étais là aussi hier. Alors, hier, j'ai prévenu l'orthophoniste de l'IEF. Elle était choquée. J'ai eu un moment de doute, comme quoi l'IEF n'est pas connu par tout le monde. Effectivement. Et en fait, Belgisard, moi, j'ai mon fils, j'ai voulu le faire suivre par un orthophoniste pour qu'il ait un petit coup de pouce autre que le mien pour la lecture. Et j'ai mis 3 ans à trouver un orthophoniste qui voulait bien s'ouvrir à l'IEF, puisque vu que mon fils n'était pas normé, elle ne pouvait pas faire sa grille de test en fonction de l'âge de l'enfant, puisque ça correspondait à aucun âge. Eux, ils ont des grilles en fonction du niveau scolaire. Donc, forcément, ça fonctionnait pas. Et j'ai mis 3 ans à trouver, mais je l'ai trouvé et je suis super contente de l'avoir trouvé parce que c'est quelqu'un qui est ouvert, qui a mis 2-3 séances à comment dire, pas à évaluer, mais à cerner mon enfant. Et là, maintenant, elle l'accompagne au mieux de ses besoins et fonctionne un petit peu comme nous, on pourrait le faire, en tout cas avec d'autres outils, mais en tout cas comme j'avais envie qu'elle le fasse, quoi. Donc, c'est dur à trouver, mais voilà, faut pas perdre espoir. On trouve. Et puis, de toute façon,
s'il y avait une orthophoniste qui suivait ton enfant, Belgisar, elle pourra continuer même si tu es en IEF parce que du coup, elle connaît ton enfant, etc. Donc après, oui, bien sûr, peu importe les choix qu'on fait, il y aura toujours des gens qui seront choqués, surtout si on est hors norme. Mais même si on est dans la norme, de toute façon, il y en a toujours, enfin, on est tous différents, donc on se rejoint pas tous sur nos choix, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer. Et lorsqu'on a des moments de doute, l'important c'est de se recentrer sur ses valeurs, de faire un pas de côté et de se dire bon, voilà, moi c'est quoi les choses qui sont vraiment importantes pour moi dans la vie. Et du coup, ça permet de vraiment pas faire les mauvais choix, de faire les bons choix pour soi et pas pour les autres. Voilà. Alicia, nous avons également eu du souci avec notre fille de 6 ans malgré un certificat médical pour problème d'apnée du sommeil. Il refuse le port du masque limité. Et ouais, je sais bien, c'est horrible ce masque. Alors, c'est aussi le fait de faire l'instruction en famille, c'est le fait de reprendre possession de sa vie, puisque je l'ai un peu évoqué hier, mais en fait, le fait de s'occuper de ses enfants, c'est tout simplement le plus vieux métier du monde, puisque depuis que l'homme est homme, depuis que l'homme existe, il a des enfants, donc il s'occupe de ses enfants. Et bien sûr qu'on s'occupe de l'instruction de ses enfants. Avant qu'il y ait l'école, on s'occupait de l'instruction de ses enfants. 100 ans, sur l'échelle de l'humanité, c'est un grain de poussière, c'est une pichenette, c'est rien du tout. Donc, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire sans l'école, mais on a fait sans l'école pendant 99,9% du temps de l'humanité. Voilà. Et c'est le rôle de tous les mammifères, bien sûr, de s'occuper de sa progéniture et de faire en sorte qu'il s'adapte au mieux au sein de ses congénères. Et du coup, nous, vu qu'on est organisé en société, au sein de sa société. C'est aussi s'affirmer dans ses choix et dans ses convictions. Et oui, comme je disais à Belgisar, c'est le fait de se recentrer sur ses valeurs et de dire, voilà, moi, c'est ça. C'est cette chose-là en laquelle je crois et c'est très important pour moi. Et du coup, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Et même si ma mère ou ma belle-mère ou mon grand-père ne sont pas d'accord, ou le voisin, ou etc., c'est pas grave. On a tous la possibilité de faire des choix pour certaines choses quand c'est pas imposé, n'est-ce pas? Et du coup, c'est important de respecter nos choix et nos valeurs. Et c'est vrai que j'ai marqué, on est toujours en train de se justifier. Et c'est vrai que quand on dit non, nos enfants ne vont pas à l'école, eh bien, la personne, soit elle est choquée, soit elle est intéressée. Et c'est souvent qu'on nous demande, mais pourquoi est-ce que vos enfants ne vont pas à l'école? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors qu'on ne demande pas aux parents des enfants scolarisés, mais pourquoi vous mettez vos enfants à l'école? Eux, ils n'ont pas besoin de se justifier, en fait. C'est comme les végétariens. Un végétarien, on lui demande, mais pourquoi tu ne manges pas de viande? Alors que ceux qu'on mange, on ne leur demande pas, mais pourquoi tu manges de la viande? Enfin bon, bref. C'est le principe des minorités. Donc, l'évidence scolaire est un mythe collectif. Donc, c'est Thierry Pardo aussi qui disait ça, qu'effectivement, l'évidence scolaire est un mythe collectif. Donc, un mythe ou une croyance. Et ce qui est dangereux dans l'école, c'est que tous ceux qui croient le discours de l'école, comme quoi il faut que tu ailles à l'école et que tu aies des diplômes pour pouvoir bien réussir dans la vie, c'est une croyance. Et le problème, c'est le fait de ne pas avoir conscience que c'est une croyance. C'est pas parce qu'on va à l'école et qu'on va travailler dur et qu'on va y passer des années et qu'on va avoir des diplômes qu'on va réussir sa vie et qu'on va avoir un travail satisfaisant et qu'on va avoir un salaire satisfaisant. Donc ça, il faut bien avoir conscience que c'est une croyance. Donc, ce qui est dangereux là-dedans, c'est effectivement de ne pas en avoir conscience. Donc, l'évidence scolaire, oui, c'est un mythe en fait. C'est pas forcément une évidence. Il y a d'autres façons de faire qui sont tout aussi valables, même si elles sont hors normes. Alors, c'est aussi le fait de faire l'instruction en famille, c'est aussi se respecter et respecter bien sûr ceux qu'on aime, donc en l'occurrence nos enfants. C'est laisser parler nos instincts. Je pense que tous les parents qui ont vécu l'entrée de leur enfant en maternelle ont eu quelque part, ou en crèche, ou peu importe, ont eu quelque part
cet instinct de dire oh, c'est trop tôt, la séparation c'est compliqué. Et surtout les parents qui ont fait le choix d'un maternage proximal. L'enfant, s'il a toujours été habitué à avoir son besoin de la présence de sa figure de rattachement à proximité, l'âge de l'école, 3 ans, parfois ça peut être trop tôt. Pour la majorité des enfants, c'est trop tôt. Moi, le nombre d'enfants que j'avais en maternelle à 3 ans qui hurlaient quand les parents les laissent ou qui se mettent comme ça à la récréation, à la barrière pour voir s'il y a le parent qui arrive alors que c'est que la récréation et on sait qu'il doit attendre encore longtemps. Enfin voilà, c'est une majorité d'enfants en fait. Je parle juste pour le temps d'adaptation. Après, il y en a beaucoup qui arrivent à s'adapter rapidement. Donc voilà, mais on a tous ressenti à un moment donné cet instinct de dire oh, il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas normal. Alors, on a ce réflexe aussi de le faire taire, cet instinct, pour répondre à une norme, pour répondre à un formatage. Et ça, c'est valable pour laisser son enfant pleurer pour dormir, pour toutes ces choses-là où il y a une part de nous, forcément, on sent qu'il y a un truc qui ne le fait pas. Enfin, moi, je l'ai ressenti très fort. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti également. Belgisard qui dit oui, c'est vrai, c'est très dur pour la mère et l'enfant. Je pense que ça peut être dur aussi pour le papa, mais c'est vrai que souvent, bon, voilà, suivant, surtout si on a allaité, etc., c'est peut-être plus dur encore pour la maman. Et voilà, je ne sais pas si vous l'avez vécu, ce sentiment de faire taire son instinct parce que voilà, c'était trop dur. Alors aussi, le fait de respecter ce qu'on aime et soi-même, c'est tout d'abord, oui, le fait d'incarner le respect de soi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de rechercher sa mission de vie, de rechercher ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer et qu'est-ce qu'on a envie de faire passer par rapport à ça. C'est le fait de respecter ses propres limites déjà, pour éviter d'exploser à tout bout de champ à la maison, comme ça peut m'arriver. Et oui, ça m'arrive aussi. Et encore, malgré tout le chemin que je parcours, voilà, on est humain. Et du coup, le fait de faire l'instruction en famille, on est obligé, à un moment donné, de respecter ses limites. Parce que sinon, après, il y a le corps qui nous dit non, il y a, voilà. Et, et du coup, ouais, ça peut être très compliqué. Neddy qui nous dit « Je repense encore à ma petite bouille il y a 3 ans, en petite section, je n'étais pas bien et je le sentais au plus profond de moi-même. Valérie, très dur, j'ai craqué au CP et je l'ai déscolarisé. Betty, oui, avec allaitement long. Aurélie, oui, très dur, heureusement, cela n'a pas duré longtemps. » Voilà, et oui, effectivement, c'est dur pour tout le monde. Alors, demandez, alors, j'essaye de rassembler mes idées. Oui, c'est Mélissa Plavis qui m'avait parlé de ça lors d'une interview. D'ailleurs, elle est sur le blog si vous voulez l'écouter. Je lui avais demandé, vu qu'on était en unschooling, et puis pour tous les parents qui étaient en unschooling, comment s'assurer que l'environnement qu'on fournit à nos enfants est assez riche pour qu'ils apprennent plein de choses et pour qu'ils soient bien en instruction en famille. Et elle m'avait répondu, très justement, cette phrase m'avait vraiment touchée, plutôt que de se demander si notre environnement est assez riche, demandons-nous ce que nous faisons qui empêche l'enfant d'apprendre. Donc, je vous invite à relire la phrase si vous ne l'avez pas bien comprise, mais dans l'idée, c'est sans s'en rendre compte, on est toujours en train de faire des choses qui empêchent nos enfants d'apprendre. Et la première chose dont Mélissa Plavis m'avait donné comme exemple, c'était lorsqu'un enfant naît, plutôt que de le laisser chercher le sein et de se positionner de la façon qui est la meilleure pour lui, on va le mettre dans une certaine position et on va l'inciter à téter dans cette position. Et ça ne correspond pas à tous les enfants. Et déjà là, on l'empêche d'apprendre quelque chose. Et on ne lui facilite pas la vie, en fait. Et c'est vrai que si on prend d'autres exemples, comme par exemple lorsqu'on est pressé, on va faire les choses à la place de nos enfants pour que ça aille plus vite. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours les laisser faire parce que tout prendrait 3 plombes et on ne pourrait plus rien faire et on n'arriverait plus jamais à l'heure à nos rendez-vous. Mais si on a la possibilité, quand on a la possibilité de les laisser faire un maximum, ça permet de les laisser apprendre. Et en fait, ils apprennent de tout.
On n'a pas besoin d'habiter dans une cité collective avec des millions d'enfants et des millions de gens pour que l'enfant apprenne de tout, de toutes les situations. Quand on les emmène voir un paysage grandiose comme nous, il y a par exemple dans les Hautes-Alpes, où on se retrouve avec des paysages grandioses. On dit, allez, tiens, on va faire une marche comme ça, on va aller à tel endroit, il y a un point de vue magnifique. Et en fait, on se rend compte que l'enfant, surtout les petits, lui, ce qui va l'intéresser, c'est la limace qu'il va trouver là, la petite plante qu'il va trouver là, sous le caillou, machin, ou alors de jouer avec les cailloux. Et même pas, il va regarder ce paysage grandiose. Parce que finalement, il se suffit de peu. Et même l'infiniment petit, même parce qu'il y a des parents aussi qui me disent, mais comment je vais faire? Moi, j'habite dans un appartement, il n'y a pas de nature autour de nous, c'est extrêmement pauvre et je ne vois pas comment mon enfant peut apprendre dans un environnement comme ça. Mais rien que dans un parc en centre-ville, il y a des millions de choses à faire pour un enfant. L'infiniment petit, tout ce qui est insectes, tout ça, ça va le passionner et il va apprendre plein de choses. Et on ne se rend pas compte comme ça, mais quand on prend du recul, parce que ça prend du temps d'apprendre les choses, mais quand on prend du recul, on voit combien nos enfants progressent et comment combien nos enfants apprennent plein de choses. Voilà. Marjorie qui dit, vous êtes où? J'habite dans les Hautes-Alpes. Alors Marjorie, maintenant nous sommes en Camargue parce qu'on a bougé à l'automne et on est en camping-car. Donc on n'est plus dans les Hautes-Alpes. Mais avant on habitait à Châteauroux-les-Alpes. Et lorsqu'on était berger, on était sur l'alpage des Ors à côté au-dessus de Baratier. Voilà, vous savez tout. Nolwenn, toute aide inutile est une entrave au développement de l'enfant. Maria Montessori, oui, bien joué Nolwenn. Merci. Tac, tac, voilà. J'essaye de regarder à peu près au fur et à mesure parce que hier, j'ai coupé la conférence avant la fin et je suis vraiment désolée, je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir parce que j'étais trop concentrée à lire vos questions et je n'ai pas vu que ça s'arrêtait. Donc, on a le droit à 2 heures ensemble, donc à 58 minutes, à 1h58, j'arrêterai de lire vos questions et on prendra le temps de se dire au revoir. Et j'espère que j'aurai pu répondre à toutes les questions. Et hier, on était en tout 185 participants. Je pense que là, ça a vraiment bugué mon histoire de lien qui n'a pas fonctionné. Mais bon, voilà, on fera comme on peut. J'essaierai de faire mieux demain. Alors, maintenant, je vais vous poser la question. Je vais remettre le chat, comme ça vous allez voir les réponses de tout le monde. Et je vais vous demander, à votre avis, quels sont les points super importants à ne pas négliger pour réussir son instruction en famille ou pour commencer son instruction en famille? Allez, je vous laisse un petit moment pour répondre à ça. Quels sont les points importants pour se lancer dans l'instruction en famille, pour mettre en place son année, pour ne rien négliger? Par quoi est-ce qu'on doit commencer? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Nadia, avec toutes mes excuses, je suis très en retard. Mais tu sais, nous aussi, on a été super en retard, Nadia. Donc, il n'y a aucun souci. J'en profite pour regarder vos questions. Astrid qui mettait présence des enfants dans tous les moments de la vie. En théorie, c'est passionnant pour eux. Mais quand nous avons besoin, entre adultes, de parler et que leur besoin est de bouger, faire du bruit, etc., comment gérer au quotidien leur présence? Alors ça, il suffit d'acheter une baguette magique. Non, c'est pas évident, je te l'accorde, Astrid. Et du coup, comme je disais, nous, on vit en camping-car, alors c'est encore moins évident. Mais si on répond à leurs besoins d'aller dehors, si aussi on pose un cadre et des limites dans le sens, bah voilà, là, je vous propose pendant tant de temps, on s'occupe à fond de vous, on bouge, on fait ce que vous voulez, on va faire telle activité, et ensuite, on aura besoin aussi de temps pour nous entre adultes. Est-ce que ça vous va si pendant ce moment-là, on fait des activités plus calmes et au départ, des temps peut-être courts et au fur et à mesure, un petit peu plus longs? Voilà, c'est le fait de responsabiliser et que tout le monde prenne sa place. Donc, ça peut prendre du temps, mais c'est absolument essentiel à faire. Tac, tac, tac.
Alors, je prends vos réponses. Donc, la question, c'était quels sont les points importants à ne pas négliger pour réussir son instruction en famille? Parce qu'on a un décalage, en fait. Alors, le temps que vous répondiez et le temps que je vois. Alors, il y a Marie, apprendre à connaître son enfant, oui. Tac, Clotilde, la motivation. Belgisard, prévenir l'académie et la mairie, oui, forcément. La motivation, ok. Les besoins de nos enfants, ok. L'organisation de la famille et le lien social, ok. Voir comment on s'organise par rapport à notre travail, d'accord. Les besoins et les envies des enfants, les impliquer, observer leur façon d'apprendre et choisir une pédagogie adaptée, ok. Savoir organiser son quotidien en fonction de chacun. D'accord. Être à l'écoute de ses enfants et leur donner beaucoup d'amour. Échanger avec son enfant. Être en accord par tous les membres. Donc, j'imagine que c'est pour tous les membres de la famille. L'organisation, les supports. Se mettre en lien avec d'autres familles UF. Être à l'écoute des besoins de l'enfant. Lâcher prise pour Marjolaine. Betty, bien connaître son enfant et être à l'écoute. Marie, mettre en place des routines, des moments avec eux. Sarah, respecter les rythmes de son enfant, être à l'écoute, être dans la bienveillance. Savoir, prioriser l'essentiel à chaque instant. Respecter les rythmes de son enfant, ça je l'ai déjà lu. Faire confiance à la vie et à l'enfant. Lâcher les je dois. Ah oui, ça c'est super important. Lâcher le je dois. Parce que si on ne fait pas finalement, il n'y a rien qui s'écroule, c'est pas grave. Prendre le temps de se poser et d'observer son ou ses enfants. Observer son enfant, lui faire confiance. Ne surtout pas mettre la pression pour Marie. Astrid, réussir à s'organiser du temps pour soi, pour ne pas étouffer par cette vie à plusieurs et réussir à organiser les tâches du quotidien avec eux. Rangement, cuisine. Donc Astrid, tu es la première à avoir parlé du fait de prendre soin de soi. Discuter, partager, observer. Audrey, se connaître, connaître son enfant, poser des objectifs. Donc Audrey aussi, tu parles de toi. Claudine, lui demander ce qu'il aimerait ou de quoi il aurait besoin de se sentir bien, se demander si on trouverait de la place en IEF avec nos enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant pour Neddy. Je vois que tu prépares le moment où tu auras besoin de demander l'autorisation, Neddy. Aurélie, bonsoir, je trouve difficile de commencer l'IEF avec des ados. Des conseils? Merci. Alors, on en reparlera, Mehdi. Je rejoins les adolescents pas faciles. Ouais. Marina, prendre soin de soi aussi pour être bien avec son enfant. Marina, tu es donc la deuxième personne à prendre soin de toi. Choisir sa méthode pédagogique en fonction de la sensibilité de notre enfant et s'organiser en fonction. Claudine, impliquer toute la famille sur cette nouvelle vie. Audrey, ne pas avoir peur de ne pas faire ce qu'il faut. Alicia, avoir confiance sans se mettre la pression. Et Christophe, ma femme pense qu'il est important de travailler comme à l'école. Elle s'inquiète si on ne travaille pas le matin et l'après-midi. Ok, et toi Christophe, qu'est-ce que tu penses? Alors, je recoupe les messages pour pas que vous soyez distraits par la suite et voyons voir un petit peu comment ça peut s'organiser. Alors, bien sûr, la première chose à ne pas négliger, c'est le pilier de la famille. Donc, c'est le fait... Alors, Christophe, pas grave pour moi. Ok. Donc, c'est le fait, évidemment, de prendre soin de vous, parents accompagnants. Qu'est-ce qui se passe si le parent accompagnant s'écroule? Eh bien, il n'y a plus d'instruction en famille possible. Donc, c'est vraiment la base de l'instruction en famille, c'est déjà le parent accompagnant. C'est la chose la plus importante. C'est ce qui fait que si ça ne fonctionne pas à ce niveau-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est le pilier de la famille. Et du coup, pour pouvoir se rendre disponible, comme je disais juste avant, il faut s'occuper de son réservoir affectif. Donc, pour s'occuper de son réservoir affectif, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous remplit d'énergie. Et ne pas hésiter à avoir recours à ces moyens plusieurs fois par jour ou au moins quotidiennement. Donc,
il y a des personnes que j'avais rencontrées, un thérapeute, qui m'avait dit l'important aussi, c'est d'avoir une hygiène émotionnelle. Donc, c'est d'avoir une possibilité de faire, d'évacuer les émotions, parce que les émotions, on les traverse, et pour pas que ça reste, de les évacuer. Ça peut être d'aller marcher, 20 minutes d'une marche rapide, ça peut être d'aller courir dans la montagne, ou pas de montagne, d'aller courir, ça peut être d'aller prendre une douche, ça peut être de s'enfermer dans sa voiture et de crier, puisque l'habitacle en général est bien insonorisé, à part si vous avez encore une 2 chevaux, mais sinon ça fonctionne pas trop mal, de faire des bagarres, des câlins, des jeux de société, des jeux entre amis, enfin voilà, de savoir un petit peu quelles sont les choses qui vous ressourcent et qui vous font du bien, et de ne surtout pas s'en priver. Alors, aussi pour se rendre disponible, c'est de savoir un petit peu aller trouver son enfant intérieur. Je m'explique par rapport à ça. Souvent, quand on a des problèmes je veux dire, comment dire, soit relationnels, soit qu'il y a des choses qui nous titillent avec nos enfants, c'est souvent que on a ressenti des émotions qu'on pourrait dire, malgré que ça n'existe pas, mais qu'on pourrait associer à des émotions négatives et qui sont liées souvent à notre construction, à notre enfance et à notre enfant intérieur. Donc d'aller un petit peu à l'intérieur de soi, se remémorer un petit peu ça, savoir ce qui nous a touché pour pouvoir passer au-dessus et se rendre compte que c'est lié à quelque chose qui nous appartient et qui est passé. Alors, tac, tac. C'est aussi, pour se rendre disponible, c'est aussi le fait de se créer des habitudes. Puisque les habitudes, par définition, une fois qu'on les a intégrées, on les fait de façon autonome et ça ne nous demande pas d'énergie ni spécialement de temps. On le fait comme ça naturellement. Et une fois qu'on les a intégrées, ça fait juste du bien. Et ça nous permet d'être disponible. Donc ça, après, c'est propre à chacun. C'est tout ce qui est attrait au bien-être. Ça peut être méditer, ça peut être faire du yoga, ça peut être lire, ça peut être chanter, ça peut être cuisiner, ça peut être... Voilà, après, c'est des choses qui vous sont propres. Et vous pouvez créer comme ça des rituels, que ce soit le matin ou le soir. Voilà. Alors, pour aussi prendre soin de ce pilier de la famille, il faut évidemment respecter ses limites. Et du coup, d'incarner ce qu'on veut pour nos enfants. Et il faut pas hésiter pour ça, pour pouvoir respecter ses limites. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai perdu la fin de ma phrase. Donc, je vais reprendre mes petites notes. Métaphore de l'univers dans lequel je suis. Ah oui, alors voilà, pour les limites, d'essayer de se représenter une petite métaphore dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, par exemple, moi, je suis sur une forteresse, je suis là, je suis prête à protéger les miens et tous ceux qui me veulent du mal, je les laisse à l'extérieur. Donc ça peut être les limites. Ou alors, ça peut être, je suis sur un nuage, je suis là, je n'ai pas envie qu'on me dérange, et juste, j'observe. Voilà, ça peut être voilà, plein de choses. Ça vous appartient aussi, mais voilà, c'est un petit exercice comme ça qui permet de savoir où se situent ses limites dans la journée. Les limites peuvent changer au cours de la journée, peuvent changer d'un jour à l'autre. Donc, ça peut être un bon exercice. Et ne pas hésiter à dire, là, moi, ça dépasse mes limites, je ne suis pas en train de me respecter, donc je préfère soit partir, soit faire autre chose, soit arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Voilà, si on a la possibilité, bien sûr. Sans oublier ses responsabilités de parents. Alors, pour aussi rester bien centré sur le pilier de la famille, c'est important d'avoir des objectifs qui sont réalisables et de ne pas se fixer des objectifs trop larges parce qu'on peut perdre confiance en nous parce qu'on n'arrive jamais à les réaliser. Donc, ne pas hésiter à se faire des objectifs assez modestes, j'ai envie de dire, pour se motiver et être sûr de les réaliser. Donc, ça peut être, dans un premier temps, en instruction en famille, prendre le temps pendant 15 jours de prendre soin de notre famille et comme ça, de décrire un petit peu comment je vais réussir à atteindre cet objectif. Et puis, les 15 jours étant passés, on se refixe un autre objectif. Voilà. Ne pas hésiter à faire des petits pas
pour avoir une belle vue d'ensemble, enfin, pour avoir une bonne progression et de rester dans la motivation et dans la confiance. On peut aussi, suivant ses croyances, non, suivant suivant ses croyances, se développer un peu une vie spirituelle. Alors, spirituel, ça ne veut pas dire forcément attrait à la religion. On peut avoir une religion et à ce moment-là, ça peut être le côté un peu spirituel, mais pas forcément. On peut avoir une vie, des points de notre vie qui sont reliés à la spiritualité sans forcément avoir une religion. Et c'était le Dalai Lama qui disait que si tous les enfants méditaient 5 minutes par jour, il n'y aurait plus de guerre. Et du coup, on vivrait complètement différemment. Ça permettrait de se respecter, de respecter les autres, de respecter son environnement. Et du coup, il n'y aurait plus de faim dans le monde. Enfin voilà. Comme quoi, la spiritualité, que ce soit par la méditation, que ce soit par plein de choses là, comme ça, voilà, c'est super important, même si ce n'est pas fait de façon académique, ça peut être juste des exercices de respiration, ça peut être des exercices de pleine conscience, faire les choses, prendre le temps, faire les choses les unes après les autres, être bien dans ce qu'on fait dans l'instant, prendre le temps de manger, de goûter ce qu'on est en train de manger, de voir ce que ça fait quand on l'avale. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent paraître anodines, finalement, permettent de mieux vivre et de prendre soin de soi. Alors, passons au deuxième point des choses importantes qu'on a pour l'instruction en famille. Donc, il y a Christelle qui dit être à l'écoute, lâcher prise et vivre, communiquer, sortir du conditionnement de la société, se faire confiance ainsi qu'à ses enfants, apprendre les choses essentielles, prendre soin de soi pour prendre soin au mieux de ses enfants. Tout à fait, Christelle. Et Aurélie qui nous dit merci pour les petits pas. Bonne idée. Trop de pression cause examen de fin d'année. Et oui. Est-ce que tu as des examens de fin d'année, Aurélie? Ou alors, est-ce que tu parles du contrôle pédagogique? Alors, le deuxième point important, une fois qu'on a bien pris soin de notre pilier de l'instruction en famille, donc de notre parent accompagnant, c'est bien sûr la relation avec ses enfants. Puisque si on passe toute la journée à se prendre la tête, à se faire la guerre, à s'engueuler, à se mettre des bâtons dans les roues les uns comme les autres, forcément, l'instruction en famille fait moins rêver. Alors, je fais une petite pause. Aurélie qui nous dit brevet national et bac de français. Ah ouais, effectivement. Petite pression. Après, le brevet, ce n'est pas une obligation. Hein. Timothée, je ne vois plus les nouveaux messages. Et oui, Timothée, alors je répète, je coupe les messages du chat pendant que je fais la présentation pour pas que vous soyez déconcentrés. Puisque lorsque l'on lit, on n'écoute plus. Donc comme ça, je suis sûre que vous m'écoutez et que je ne parle pas pour rien. Donc du coup, voilà l'importance de la relation avec ses enfants. C'est quelque chose à privilégier, c'est quelque chose à cocooner, c'est quelque chose à entretenir et à prendre soin. Donc c'est important de prendre soin de ces liens qui existent entre les parents, les enfants entre eux, etc. Et du coup, pour prendre soin de cette relation, on peut utiliser le jeu. Le jeu est une très bonne façon de créer du lien et de rester en lien, et notamment avec les ados. Donc, je ne sais plus qui, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, qui me demandait comment faire avec des ados. Alors, bien sûr, c'est juste une petite partie, mais j'en profite parce que j'y pense. Toutes ces relations, le contact, le jeu, etc., c'est super important avec tous les enfants et même ou surtout avec les ados. En tant qu'être humain, on a tous besoin de contact et de liens sociaux. On a tous besoin de s'amuser. Si on enlève ce côté-là, ça devient assez triste et on a tendance à moins être en contact avec les enfants qui grandissent et avec les ados presque plus.
Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça apporte quelque chose de très important dans le développement et dans le lien qu'on entretient entre deux personnes ou entre le parent et l'adolescent. Donc, c'est vraiment super important d'entretenir ces liens. Et quand je dis jeu, ça peut être jeu de société, mais ça peut être les jeux où, justement où il y a du contact, les jeux de bagarre, les karatés chaussettes, les trucs comme ça, où du coup, ça fait intervenir, ben voilà, déjà, c'est super rigolo. Et puis, il y a du contact qui reste, même si c'est du contact dans le jeu, c'est très important de le continuer, de l'entretenir, même quand l'enfant, et surtout quand l'enfant grandit. Alors, pour aussi avoir une bonne relation avec son enfant, bien sûr, il faut être à l'écoute, savoir communiquer avec son enfant, être dans l'écoute empathique et de pouvoir proposer comme ça, que l'enfant arrive à proposer, déjà à exprimer ses émotions parce qu'il va se sentir écouté, donc il va être vraiment capable d'exprimer ses émotions, il se sentira en sécurité et aussi peut-être même de trouver des solutions quand il y a un souci. Et ça, enfin quand il y a un souci, oui, quand il y a quelque chose qui passe pas, qui est compliqué dans la relation, etc., c'est quelque chose qui est super fort. Donc de prendre le temps de se poser, d'écouter ce que l'autre a à dire, qu'on soit parent ou enfant, et de trouver des solutions ensemble, c'est la base de la communication. Et c'est ce qu'il y a dans la communication non violente. Et j'ai fait une formation aussi sur la parentalité créative et c'est beaucoup développé dedans. Et c'est Catherine Dumonteil-Crémer qui propose ça. C'est super d'ailleurs. Elle a un super site, elle propose des outils très chouettes. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir son site. Elle écrit des articles très intéressants. Catherine Dumonteil-Crémer. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle son site, mais vous le trouverez facilement. Alors, voilà. Donc, l'importance du lien avec l'adolescence, ça, j'en ai déjà parlé. Et du coup, toutes ces notions de relation et de lien dont j'ai parlé entre l'enfant et le parent, bien sûr, ça peut jouer aussi dans le couple parce que ça va être aussi quelque chose à ne pas négliger si vous êtes encore en couple. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que lorsqu'on est en instruction en famille, on se retrouve vite débordé et on va privilégier sa vie de parent accompagnant, de papa ou de maman et parfois négliger déjà soi et ensuite sa relation de couple. Donc, chaque chose a son importance et chaque chose a sa place dans cette vie d'instruction en famille. Et pour que ça puisse continuer dans l'harmonie et dans le bien-être, c'est important de penser à toutes ces choses. Alors, je remonte un petit peu vos messages. Tac, tac. Claudine qui dit « Les jeux de société sont des bouffées d'oxygène. Les variés, habileté, mémoire, stratégie, il y en a pour tous. » Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a Catherine Dumonteil-Crémer qui a écrit un bouquin sur les jeux, jouons ensemble avec nos enfants ou jouer ensemble avec ses enfants, un truc comme ça. Et il est vraiment chouette, ce bouquin, si vous avez envie d'idées. Et voilà, je vous le conseille. Claudine, les jeux défis ou vérité, les mimes sont très interactifs. Merci pour toutes ces idées, Claudine. Astrid, j'avais assisté à une conférence de Catherine Dumonteil-Crémer sur le jeu outil pour la résolution de conflits, un pur bonheur. Oui, tout à fait. Et moi, je sais que j'ai fait du coup ces ateliers dans la formation sur la parentalité créative et je me suis retrouvée vraiment en difficulté face au jeu parce que je me suis rendu compte que je n'aimais pas jouer. Et du coup, j'ai dû faire un travail sur moi pour savoir d'où ça me venait. Cette notion voilà, pourquoi est-ce que je n'aimais pas jouer? Et ça a été assez compliqué pour moi. Donc, c'est définitif. Je n'aime toujours pas jouer au Playmobil ou à la poupée. Mais par contre, je prends plaisir maintenant à partager d'autres jeux avec mes enfants. Et c'est vrai que ça apporte une légèreté et
et une joie où, voilà, c'est super important. On ne fait pas l'instruction en famille pour faire la gueule toute la journée, être sérieux, faire des devoirs. Voilà, c'est important de vivre tout simplement. Et les relations humaines, c'est quelque chose qui est super important en fait. Et avec nos enfants, on ne les a pas si longtemps, nos enfants, autant en profiter et d'avoir des bonnes relations avec eux, c'est super intéressant. Marjorie, je suis formée par Catherine et elle a écrit de nombreux livres intéressants. Oui, tout à fait. J'en ai pas lu énormément, j'en ai lu 2, mais je suis d'accord avec toi, Marjorie. C'est une femme très intéressante. Alors, un autre point intéressant lorsqu'on commence sans punition ni récompense. Oui, Marjorie qui dit sans punition ni récompense aide beaucoup pour la relation. Oui, donc c'est un autre bouquin de Catherine, sans punition ni récompense. Donc oui, un autre point pour avancer dans sa vie en instruction en famille, c'est le fait de repenser sa vie, tout simplement. C'est tellement simple de repenser sa vie. En effet, quand on est en instruction en famille, il y a un moment où on va gagner moins, forcément. Puisque déjà, si on part du principe que normalement les 2 parents travaillent, là, voilà, on peut se dire que pour être en instruction en famille, il y a un des 2 parents qui va arrêter de travailler. Donc on se dit, oh, ça va faire un salaire en moins. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que lorsqu'on passe en instruction en famille, on dépense beaucoup moins aussi. La vie est complètement chamboulée. On se retrouve à avoir plus de temps pour tout faire, puisqu'on va être plus à la maison. Quand je dis à la maison, entre guillemets, c'est pour dire qu'on n'est pas forcément à la maison, mais on va avoir plus de temps pour organiser les choses, plus de temps pour cuisiner, plus de temps pour jardiner, plus de temps pour bricoler. À partir du moment où on se dit que toutes ces choses-là sont des occasions pour l'enfant aussi d'apprendre, pour les enfants d'apprendre, ça va permettre aussi de se déculpabiliser à faire ces choses-là et de les faire avec nos enfants, tout en leur laissant le temps de faire ça. Donc oui, ça prend plus de temps, mais du coup, ça permet de gagner beaucoup, de dépenser beaucoup moins d'argent. Puisque si on fait un peu de jardin, si on passe du temps à cuisiner, on va forcément dépenser moins d'argent parce qu'on aura plus de temps pour faire toutes ces choses-là. Si au lieu de jeter, on répare parce qu'on a plus de temps, si au lieu d'acheter des vêtements, on va les fabriquer, voilà, toutes ces choses-là, ça permet de gagner de l'argent, en tout cas d'en dépenser moins. On va partir aussi en vacances hors temps scolaire. On va, comment dire, quand on vit en harmonie avec ses besoins, avec ses passions, etc. Ouais, quand on vit en harmonie avec ses passions, on a moins besoin de partir en vacances. Moi, je sais que depuis que je mêle ma vie et mon travail, depuis que les choses s'entremêlent, j'ai juste moins besoin de fuir, entre guillemets. Et j'ai plus envie de partir en vacances aussi loin, puisque j'ai plus besoin de souffler. Après, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des moments où je me sens fatiguée, mais je fais une pause et je fais d'autres choses. Et voilà, ça me suffit en fait. Maintenant, je pars en vacances pour aller voir ma famille, mais je ne pars pas en vacances pour m'évader. J'ai plus besoin de m'évader. Voilà. Donc, l'importance de prendre le temps, encore une fois, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous offrir et le plus beau cadeau que vous allez pouvoir offrir à vos enfants. De profiter de ce que vous faites. Et c'est l'occasion aussi pour l'enfant d'apprendre à son rythme, puisque si vous lui laissez le temps de faire les choses, il va forcément apprendre plus à son rythme. C'est le fait aussi de vivre entièrement, en tout cas, ses émotions et de laisser la possibilité à tout le monde de vivre ses émotions, aussi bien les enfants que les adultes. Et donc, ça, c'est indispensable pour apprendre. Voilà. Séverine, je n'entends plus, l'image est coupée, je suis la seule. Je pense que oui. J'espère que oui, Séverine. Ça y est, c'est revenu. Marie, la transition écologique que nous avons mis en place depuis 6 ans chez nous va, je pense, nous aider. Nous sommes en foyer presque zéro déchet. On fréquente les ressourceries, les repères café, Vinted et c'est top.
Et ouais, voilà, tout ça, on change. Enfin, forcément, la vie, elle évolue. Alors, on met plus ou moins de temps à parcourir le chemin, mais le côté zéro déchet, minimalisme, tout ça, ça va devenir des choses qui vont être évidentes. Parce qu'on va se mettre à prendre soin de nous, à prendre soin des autres, à essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien, et aussi notre planète, notre environnement. Enfin voilà, tout ça fait qu'on consomme moins. On a moins besoin de consommer, mais pareil pour les vacances, on a moins besoin de s'enfuir, mais on a moins besoin de s'enfuir aussi dans la consommation. Et ça, lorsqu'on se sent bien dans la vie, on a moins envie de consommer. Tiens, je vais boire un peu de la tisane plutôt. Avec mon mari, Angélique nous dit, nous sommes tous les deux indépendants et ni l'un ni l'autre, nous avons envie de cesser notre activité professionnelle. Est-ce vraiment incompatible de travailler à deux et de faire l'instruction en famille? Non, pas du tout. Nous sommes tous les deux indépendants la plupart du temps, la plupart de l'année. Et voilà, on est en instruction en famille aussi. Alors du coup, on a des moments où on a besoin de travailler et où l'autre peut s'occuper des enfants. On essaye de jongler comme ça. Et l'été, lorsqu'on est berger, eh ben, il y en a toujours un à la cabane qui s'occupe des enfants, l'autre qui va garder les brebis. Et il y a des moments où on travaille tous les deux. Et du coup, ça se gère parfaitement. C'est des métiers qui sont compatibles avec le fait d'emmener les enfants sur son lieu de travail et de travailler avec eux. Donc après, le fait d'être indépendant, si vous arrivez à jongler avec les horaires ou si vous arrivez à emmener vos enfants, ou voilà, chaque situation a une solution. Si toi, Angélique, ça ne te paraît pas impossible, alors c'est pas impossible. Et il y a une de mes élèves, parce que j'accompagne des parents du coup dans des formations, il y a une de mes élèves qui est seule avec ses deux filles. Bon, elles sont plus grandes, hein, elles ont plus de 11 ans toutes les deux, et qui a continué son activité professionnelle. Elle n'est pas tout le temps à la maison. Elle a toujours des adultes qui peuvent veiller sur ses enfants de près ou de loin. Mais voilà, ça ne l'empêche pas d'être en instruction en famille parce qu'elle a aussi d'autres moments où elle est complètement disponible pour eux. Voilà, chaque famille a sa solution. Donc rien n'est impossible, Angélique. Alors, un autre point important dans le fait de organiser son instruction en famille, ça va être bien sûr tout ce qui est autour de l'apprentissage. Donc, bien sûr, déjà, premièrement, ça va être le temps de prendre le temps d'observer ses enfants. Alors, pourquoi c'est important de pouvoir observer? Parce que c'est par l'observation qu'on comprend et c'est par l'observation qu'on apprend. Donc, voilà, moi j'ai été bergère et je l'ai fait de façon autodidacte. Et c'est vrai que ce qui m'a permis le plus d'apprendre, c'est d'observer mon troupeau. Les 2 premières années, j'ai eu la chance d'être sur un alpage où il n'y avait pas le loup. Donc, j'ai pu laisser mon troupeau libre et le suivre, l'observer, voir où naturellement elles allaient dormir, voir comment elles se déplaçaient naturellement. Bien sûr, j'intervenais sur mon troupeau, bien sûr, je faisais les soins, bien sûr, etc. Mais ça m'a permis, le fait de pouvoir les observer, ça m'a permis d'apprendre un nombre de choses impensables que j'aurais mis peut-être des années à apprendre de façon, comment on dit, quand c'est sur une chaise, de façon, j'ai perdu mon mot. Concret, pratique et... Enfin bon, voilà, vous avez compris. J'aurais mis beaucoup plus de temps à comprendre sur les bancs d'école. Voilà. Donc, c'est super intéressant de pouvoir observer ses enfants. Et pour faciliter l'observation, il existe des outils comme la connaissance des intelligences multiples de Howard Gardner. Donc, il a écrit un bouquin comme ça. Non, j'exagère. Il a écrit un bon pavé là-dessus, qui est super intéressant, sur les intelligences voilà, théorique. Merci Clotilde. Et voilà, de façon théorique. Ouais, sur les intelligences multiples. Et ça donne de super outils pour pouvoir observer ses enfants. Et parce que du coup, on a donc Howard Gardner, il parle de 9 intelligences principales et on a des intelligences de prédilection. Et on les utilise toutes de façon on peut les utiliser toutes, mais il y en aura qu'on utilisera en priorité et avec voilà, en priorité, quoi, de façon plus conséquente, et d'autres un peu moins. Mais le fait de savoir quelles sont nos intelligences de prédilection
permet de savoir comment on apprend. Il y a aussi tous les profils d'apprentissage et de mémorisation. Donc, parmi ceux-là, il y a le fait d'être visuel, auditif, kinesthésique. Donc, c'est important aussi de pouvoir déterminer le profil d'apprentissage de vos enfants. Et pour vous aider à ça aussi, il y a tout ce qui est récolte d'indices sur vos vies passées. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme cadeau de façon spontanée? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Toujours de façon spontanée. Donc, forcément, s'ils produisent des choses parce qu'on leur a demandé, ça enlève ce côté spontané et du coup, c'est pas ce qui se développe de façon naturelle chez eux. Donc voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils font de façon spontanée. C'est là que vous allez pouvoir observer vos enfants et déterminer leur profil d'apprentissage. Donc c'est pas chose facile de faire ça, j'en conviens, mais c'est super important. Déjà, vous pouvez vous demander, vous, comment est-ce que vous apprenez? Et déjà, rien que cette question-là, moi, je sais que j'ai mis longtemps j'ai peiné à savoir comment j'apprenais, quelles étaient mes intelligences, quelles étaient mes différentes intelligences, quelles étaient mes façons d'apprendre, mes moyens mémotechniques, voilà. Comment fonctionnait mon cerveau? C'est super compliqué, donc c'est encore plus compliqué de le faire chez les autres, mais il existe des outils qui sont intéressants pour ça. Et oui, ça prend du temps et tout, mais c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, vous allez le faire de façon, au départ, vous allez le faire comme vous allez pouvoir. Et puis, au fur et à mesure, vous allez apprendre des nouvelles choses au fur et à mesure que vous allez les accompagner dans leur vie d'instruction en famille. Il ne faut pas oublier d'avoir ce sens de l'observation, même si c'est dans 6 mois. Là, c'est vraiment quelque chose de super important. Si vous pouvez garder ça en tête, comment est-ce que mes enfants apprennent? Voilà, c'est super important, c'est super intéressant. Et de toujours remettre en question les choses que vous avez pu observer au fur et à mesure des années, parce que les enfants grandissent et peuvent changer leur façon d'apprendre. Et du coup, là, c'est intéressant aussi, notamment pour les enfants neuroatypiques, parce que ils auront des particularités qui seront peut-être bien loin des vôtres et bien loin de vos façons d'apprendre et de comprendre. Donc, du coup, pour pouvoir les accompagner au mieux, leur proposer des choses qui vont convenir à leur façon d'apprendre, il faut déjà commencer par les comprendre eux. Donc, Séverine qui me demande quels sont les outils. Et bien, du coup, voilà, il y a le bouquin d'Howard Gardner. Il y en a un autre je ne sais plus, qui s'appelle Les intelligences multiples dans votre classe, où il va proposer différents exercices à faire avec les enfants. Enfin, voilà, après, c'est le fait de fouiller, le fait de trouver. Tout ça, c'est un peu le parcours du combattant quand on commence, parce qu'il y a des outils, il en existe plein en fait, mais c'est de trouver tous ces outils-là et de se les approprier et de les comprendre qui est compliqué. Donc, il y a le fait effectivement de lire des choses sur Internet, il y a le fait de lire des livres, de récolter un peu ces informations. Il y a aussi le côté instinctif. Vous allez observer vos enfants. L'éthique de langage aussi, si vous dites souvent je vois ou oui j'entends ou tu vois, et bien là ça veut dire qu'on est plus visuel. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. Je vous incite à chercher. Je vous incite à chercher tous ces outils sur Internet. Après, il y a aussi, moi j'ai créé une formation où du coup je vous donne tous ces outils, je vous donne des exercices et je vous donne des clés à le faire. Mais du coup là, ça fait partie de mes formations qui sont payantes où je vous donne énormément d'outils. Mais là, comme ça, dans la conférence, je ne peux pas vous donner tous ces outils, ça serait, voilà, ça prendrait trop de temps. Donc, à moins que vous ayez 3 jours devant vous ou plus, voilà. Et je ne vais pas vous en parler plus maintenant. Je vous donne là des pistes, des endroits où vous pouvez aller chercher, vous diriger, en tout cas en ayant à l'esprit que c'est important. Ça vous permet de ne rien oublier. Alors, savoir comment les enfants apprennent. Donc ça, c'est de façon générale. Donc une fois que vous avez observé vos enfants, savoir de façon générale comment les enfants apprennent. Alors, bien sûr, il y a les fondamentaux de l'école. Les fondamentaux de l'école, c'est lire, écrire, compter. Il y en a d'autres, mais c'est ceux-là les plus importants, les 3 premiers. Mais dans la famille, les fondamentaux peuvent être
fondamentalement, reprenons le mot, différents. Et ça va être lié à vos valeurs, à ce que vous voulez communiquer, à ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Et je sais que nous, ce qui a été important, les fondamentaux de notre famille, par rapport aussi au profil de mes enfants et notamment du plus grand, ça a été le fait de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir les gérer, de pouvoir, moi, les accueillir, les écouter. Et du coup, en parallèle à ça, de développer la confiance en soi. C'est quelque chose que mon plus grand avait énormément de mal. Et voilà, donc du coup, ça faisait partie de nos fondamentaux. Avant tout, avant d'apprendre à lire, etc., il fallait, alors on va enlever il faut, donc nous avons choisi de nous centrer sur ces choses-là qui nous paraissaient tellement plus importantes dans un premier temps, pour être bien avec les autres, pour être bien avec soi. On avait besoin de développer ces points-là, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de s'aimer personnellement, je m'aime comme je suis, je me respecte comme je suis, j'accueille mes émotions. Donc nous, en tant que parents, on est là pour les écouter, pour leur permettre ça, etc. Et du coup, il y a aussi l'importance des relations interpersonnelles, donc entre personnes, ou intrapersonnelles. Donc ça, c'est le fait de s'aimer, de se parler correctement, parce qu'on est toujours à se dire mais qu'est-ce que je suis nulle. Voilà, donc tous ces petits mots-là, pour nous, c'était les fondamentaux pour bien vivre. Et ça, c'est repris par Howard Gardner dans son livre des intelligences multiples. Alors, ce qui favorise les apprentissages. Qu'est-ce qui fait que chaque être humain apprend bien? C'est tout d'abord la liberté. Et on revient aussi, donc la liberté dans le sens apprendre quand on a envie d'apprendre et apprendre ce qu'on a envie d'apprendre. Si on enlève ça, ça perd un petit peu de son sens, son charme. Et si on apprend sous la contrainte ou sous la pression, ce n'est pas des choses qu'on va retenir. On est capable de les apprendre, on est capable d'accumuler plein de connaissances, mais de façon éphémère. On les met dans des cases, là, pour pouvoir les ressortir tout de suite, pour le contrôle, pour l'examen, etc. Et puis vite, on les oublie. Est-ce que vous avez un diplôme particulier et que vous seriez incapable de repasser demain alors que vous l'avez eu? Moi, c'est vraiment mon cas. J'ai passé un DUG de mathématiques, informatique, application en sciences, avec un programme de maths de fou, avec pareil en informatique et tout ça. Et j'ai passé tous ces partiels, j'ai eu tous ces partiels, mais si je le repasse demain, je pense que j'aurai 0,5 ou peut-être 1. Mais bref, j'ai vite oublié tout ça en fait, parce que ce n'est pas des connaissances qui m'intéressaient et ce n'est pas des connaissances dont je me sers en fait. Alors que aujourd'hui, là, toutes les choses dont je vous parle, c'est des choses que j'ai apprises parce que ça m'intéressait. Et en fait, je serais capable d'en parler pendant des heures. Et j'ai tout retenu de ces sujets-là. Tout ce que j'ai lu dans les livres, je les ai retenus parce que c'est des choses qui m'intéressent et c'est des choses que j'ai choisi d'apprendre. Et je pense qu'on a toujours été voilà, qu'on est tous comme ça, on fonctionne tous comme ça. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on est capable d'aller trouver l'information et de l'apprendre, mais dès qu'on nous impose les choses, mais vite, on oublie derrière. Donc voilà, c'est là où je parlais de la liberté. Laure qui dit « Les sujets imposés tuent la soif d'apprendre. Donc les méthodes type Kerlan, qu'en penses-tu » Alors, en fait, que ce soit les méthodes de Kerlan, CNED, tous les cours par correspondance, on fait appel à la pédagogie formelle. Donc, c'est comme à l'école. Donc, effectivement, ce sont des sujets imposés. Donc, oui, ça tue la soif d'apprendre. Quand on voit que les enfants, avant leurs 3 ans, ils ont cette petite lumière, cette petite flamme dans les yeux de cette soif d'apprentissage de tout ce qui les entoure. Et quand on voit qu'à 6 ans, mais ils sont juste dégoûtés d'avoir des contraintes horaires, de devoir apprendre des choses sur des sujets qui ne les intéressent pas à ce moment-là, on se dit mince, on a loupé un truc là. Qu'est-ce qui s'est passé entre leurs 3 ans et leurs 6 ans qui sont là, beau, quand ils arrivent à leurs 11 ans, 12 ans et qui sont là, beau, ils sont tout fatigués, ils n'ont pas envie, bon, je sais pas, oh, ça m'intéresse pas. Il y a un truc qui s'est passé en fait.
Il y a un truc qui s'est passé. Voilà. Et du coup, effectivement, le fait de les gaver à coups d'entonnoir de compétences et de connaissances et que ça ne les intéresse pas, oui, ça tue la soif d'apprendre. Ça, c'est clair. Maintenant, comment faire dans une collectivité? Après, je n'ai pas forcément la solution. Il existe des systèmes éducatifs comme en Finlande, comme comment ça s'appelle, au Canada, comme enfin voilà, en Norvège, qui sont différents et qui fonctionnent aussi, mais pas forcément sur tous les enfants non plus. Voilà, donc je n'ai pas forcément la solution. Mais c'est vrai que les cours par correspondance, moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille, ce n'est pas des choses auxquelles je crois. Maintenant, c'est une possibilité aussi. Il y a des familles qui se sentent bien dans le fait de faire l'école à la maison. Il y a des familles qui sont en école alternée avec l'instruction en famille pour des raisons professionnelles, par exemple, qui vont autre part une partie de l'année. Et du coup, voilà. Et du coup, là, c'est important de maintenir un niveau scolaire pour que l'enfant puisse s'en aller de l'école, y retourner, et s'en aller, et y retourner. Donc, ça dépend aussi de la vie de chacun, en fait. Et c'est important de faire en fonction de ce qu'on pense. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution. On a des valeurs qui nous sont propres, des peurs également. Et voilà, ce chemin de l'instruction en famille va s'adapter à chacun en fonction de tout ça, en fonction de vos peurs, en fonction de vos besoins, en fonction des besoins de vos enfants, en fonction de tout ça. Donc, les cours par correspondance, moi, ce n'est pas les choix que j'ai faits. Et ce n'est pas les choix que je ferai. Ce n'est pas quelque chose auquel je crois. Ce n'est pas ce qui va stimuler la soif d'apprendre. Mais par contre, ça peut être la solution pour certaines familles. Et si c'est la solution pour certaines familles, bah, c'est OK en fait. Alors, Audrey qui dit oui, incapable de repasser le CAPES. Et oui. Claudine, c'est bien la difficulté pour les ados de trouver de l'intérêt au cours, pas de motivation. Et ouais. Alors que je pense réellement que si on a, dès le départ, les fondations de l'instruction famille, s'ils ont été en instruction famille dès le départ et qu'on les a appris à répondre à leur motivation, à répondre à leur soif d'apprendre, à se faire guider par leurs intérêts, etc., quand on arrive ado, ou même un peu plus, et qu'on dit, bon ben voilà, moi, j'adore faire ça, j'aimerais m'orienter dans ça. Ok, du coup, bah, tu vois, là, pour faire ça, il faut que tu passes ton bac. Et bien souvent, ces enfants-là, qu'on leur dit, bah voilà, il faut que tu passes ton bac, là, tu en es là. Mais en très peu de temps, ils sont capables de se motiver et d'engranger un maximum d'informations pour pouvoir passer le bac. Et ça ne leur pose pas problème. Bien sûr, ça peut être un peu compliqué pour faire une inscription en candidat libre quand on n'a pas eu le parcours, ou pour rentrer dans les universités quand on n'a pas eu le parcours sup. Oui, ok, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Et ça, on ne va pas laisser un enfant à l'école jusqu'au bac parce que après c'est plus simple pour lui. Non, en fait, ok, on va peut-être galérer quelques mois ou au pire une année, mais est-ce que c'est une année de perdu, sachant qu'il a eu toutes ces années pour garder sa soif d'apprendre intacte. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Si les professeurs avaient cette conscience-là, ce serait top. Et oui, Angélique, je te rejoins sur ce truc-là. Maintenant, il y en a qui l'ont, mais malheureusement, on ne les laisse pas faire comme ils veulent. Il n'y a pas que la question des professeurs, est-ce qu'on est ou des instituts et tout ça, c'est la pression académique est énorme. Et moi, c'est pour ça que j'ai démissionné. Hein, voilà. Muriel, et oui, les enfants me demandent souvent pourquoi ils apprennent certaines choses à l'école sans intérêt pour eux. Audrey, je confirme, depuis son entrée à l'école, ma fille déteste apprendre, pas concret et pragmatique. Maude, avec ses cours, j'avais la crainte d'entrer dans quelque chose de trop formel et imposer dans ce cas le rythme classique de l'école. Et oui, c'est ça, c'est cours à distance. Ouais, j'avais compris. Et ouais, là c'est sûr que cours par correspondance, c'est formel, hein, c'est comme à l'école. Alors, j'en étais où? Alors, ce qui favorise les apprentissages, bien sûr, c'est la liberté, comme on vient de le voir, c'est les besoins physiologiques respectés, dans le sens où si vous êtes angoissé par l'absence de votre figure votre figure de rattachement, pardon, est-ce que vous êtes disponible pour les apprentissages? Je ne pense pas. Si vous avez super faim ou très envie de faire pipi, même vous en tant qu'adulte, est-ce que vous arrivez à bien travailler, à bien apprendre? Je pense que non, on est tous pareils. Bien sûr, ce qui favorise les apprentissages, c'est la confiance et l'amour qui
puisse être. Si si quelqu'un vous fait confiance, mais vous vous sentez pousser des ailes, si on vous motive dans ce sens-là et que vous savez qu'on vous aime, peu importe ce que vous allez faire et qu'on a confiance en vous, même chose. Même si c'est important d'avoir confiance en soi et de le faire sans l'approbation des autres, ça, on en est capable en tant qu'adulte, on n'en est pas capable en tant qu'enfant. Donc, c'est un moteur principal des apprentissages. Et bien sûr, on en revient à la motivation. Sans motivation, c'est super dur d'apprendre. Avec la motivation, on est capable d'apprendre tout et n'importe quoi. Claudine, la partie humaine n'est pas suffisamment prise en considération. Il s'agit parfois de diriger les élèves en fonction d'un algorithme. Et ouais, c'est triste, mais c'est vrai. Christophe, à 6 ans, je sens que ma fille est attirée par la lecture et l'écriture, mais beaucoup moins par les maths. J'ai du mal à ne pas lui faire faire de maths malgré tout. Alors Christophe, plutôt que de lui faire faire des maths, est-ce que tu pourrais pas faire est-ce que vous pourriez pas plutôt faire des jeux de société? Est-ce que tu pourrais pas lui faire faire du bricolage? Bricolage, ça fait appel à la géométrie. Est-ce que tu pourrais pas lui faire faire de la couture, de la cuisine? De la cuisine, c'est génial hein, pour apprendre à faire des maths, pour voir. Alors, tu vois, par exemple, si tu lui dis, ben voilà, il faut 100 grammes de farine et que tu as une balance digitale et tu la laisses le temps qu'il faut pour qu'elle ait 100 grammes de farine. Donc, tu lui montres, tu lui écris sur un papier à côté 100. Et tu lui dis, voilà, il faut 100 grammes, il faut que tu écris ce chiffre-là sur la balance. Et elle va en mettre, elle va en ajouter. Elle va voir que les chiffres sur la balance changent. Et c'est comme ça qu'elle va voir comment se succèdent les chiffres, comment se succèdent les nombres, pardon, ce n'est pas les chiffres, c'est les nombres. Voilà, donc ça c'est un exemple. Après, il y a tout ce qui est la couture également, où il faut mesurer, couper. Non, couper, ça n'a rien à voir avec les mathématiques, quoique. Il y a les énigmes, tu peux regarder, tu tapes sur Internet énigmes CP, énigmes mathématiques CP, et c'est plutôt rigolo. Vous pouvez vous amuser à faire des dessins, des petites choses comme ça pour résoudre ces énigmes. Enfin, voilà. Ou alors les chasses au trésor, des choses comme ça. Mais moi, perso, je te conseille à 6 ans, si elle ne veut pas faire des maths, mais fais pas des maths, c'est pas grave, elle en fera plus tard en fait. Il y a d'autres façons de faire des mathématiques de façon concrète qu'avec un livre et un cahier. Et je te conseille vraiment de ne pas prendre le livre et le cahier tant qu'elle n'est pas prête et tant qu'elle ne comprend pas ces notions. Ça risque de créer vraiment un blocage dans la compréhension en fait. Donc, il existe plein de petites choses comme ça. Regardez pour les nombres négatifs. Donc là, on n'en est pas, mais lorsque vous avez des parkings souterrains et que vous rentrez dans un ascenseur, il y a -1, -2. Et bien, du coup, c'est bon. On a compris la notion de nombre négatif. C'est pour descendre en dessous du niveau 0, du niveau de la route, par exemple. Donc, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui permettre de comprendre des nombres négatifs. Sinon, bon, de façon abstraite, comme ça veut dire quoi en fait? Alors, Marjorie, comment adapter toutes ces pratiques avec des enfants plus grands, les choses plus complexes à apprendre? 8 ans. Il faut comment dire, la créativité. Ça prend du temps aussi. Et voilà, la créativité, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'apprend, qui ne s'invente pas. Si, qui s'invente, mais que voilà, faut se laisser le temps, faut avoir confiance et ne pas hésiter à voilà, à faire des jeux de société, à faire des chasses au trésor, à faire des énigmes, à faire voilà tout ce dont j'ai parlé. Ça marche aussi pour les 8 ans, pour les enfants de 8 ans. 8 ans, c'est pas très grand encore, hein, entre 6 ans, enfin CP, tu as 6, 7 ans et 8 ans. C'est un peu la même chose. Hein. La pâtisserie, la cuisine, une fois que tu es plus grand, du coup, tu gères plus les choses. Voilà, tu es responsable de plus de choses. Faire les courses, peser, mesurer, faire des constructions, construire un poulailler, construire un four solaire, construire, enfin, je sais pas, il y a plein d'idées comme ça qui sont à voir. Christophe, top l'idée de la balance. Je vois ce que tu veux dire. Je vais rendre ça plus ludique. Ouais, c'est compliqué dans le sens où on se creuse la tête pour trouver des idées ludiques. On a oublié en fait
qu'avant d'être quelque chose de rébarbatif, l'apprentissage était quelque chose, enfin, l'apprentissage était quelque chose de ludique, de joyeux. C'était, comment il s'appelle, André Stern qui disait, donc l'enfant, tous les enfants, c'est la seule chose peut-être qui est commune à tous les enfants. Tous les enfants sont munis du même dispositif d'apprentissage qui est le jeu J-E-U. Tous les enfants sont munis du dispositif d'apprentissage jeu. Voilà, tous. Ils sont capables tous d'apprendre par le jeu. En jouant, ils apprennent. Et l'école a réussi quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est de mettre sur l'échelle de la sérieuxité, complètement à l'opposé, les apprentissages et le jeu. C'est à l'école, si tu veux apprendre, il faut être sérieux. Il faut arrêter de jouer. Les enfants au CP n'ont plus le droit de jouer, ils doivent apprendre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Donc voilà, en fait, il faut renouer avec toutes ces choses instinctives qu'on sait faire, en fait, que l'enfant sait faire. Alors, Valérie, est-ce compliqué de faire l'IEF pour des enfants au collège ou au lycée? Il y a plein de matières et nous avons peur de ne pas pouvoir tout faire et de passer à côté de quelque chose. Donc, après, Valérie, c'est vrai que si tu pars directement et que tes enfants sont au collège ou au lycée, ça peut te mettre une pression de dingue. Mais en fait, si tu commences dès le départ et que tu fais confiance à tes enfants pour les apprentissages, tu te rends compte que de façon naturelle, on apprend toutes sortes de choses en fait. Et comme je le conseille pour la préparation du contrôle pédagogique, toutes les compétences qui sont demandées, de le relier à des activités qu'on fait à la maison, que ce soit de façon formelle ou de façon informelle, on se rend compte en fait que on fait énormément de choses. Et même si c'est pour le collège ou pour le lycée, moi je connais plein d'enfants qui sont en âge collège ou en âge lycée et qui sont quand même en unschooling et qui quand même apprennent beaucoup de choses. Il y a toutes ces choses. Ah oui, il y a aussi pour les plus grands, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle les MOOC. Et les MOOC, M-O-O-C, vous trouverez aussi sur Internet des plateformes de MOOC. Et c'est mis au point par des professeurs, souvent d'université, des gens super compétents. Et il y en a sur tous les sujets. Et pour les ados et pour les ados, pour les grands enfants, on va dire, ou les petits adultes, c'est sûr qu'ils vont trouver quelque chose qui va les passionner. Ça peut être sur la vidéo, ça peut être sur les mathématiques, ça peut être sur les sciences, ça peut être sur les langues, ça peut être sur plein de choses. Moi, j'en ai suivi un il n'y a pas longtemps sur les habitats légers. Enfin, tout le monde trouve des choses qui intéressent. Et voilà, c'est des sources d'apprentissage qui ne sont pas négligeables. Vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous vous inscrivez au MOOC, vous suivez les cours. Alors, des fois, c'est 3 sessions par semaine. Enfin, voilà, c'est des choses qui ont lieu de façon virtuelle. Donc, vous suivez le cours sur Internet, mais c'est quand même avec des horaires imposés. Et voilà, ça vous donne accès à une source d'information impressionnante. Et les ados et les lycéens, ils ont des envies d'apprendre qui grandissent avec l'âge aussi, s'ils n'ont pas été trop cassés dans leur soif d'apprendre quand ils étaient plus jeunes. Donc, voilà, c'est des choses qui se mettent en place après au fur et à mesure. L'enfant grandit, sa soif d'apprendre grandit, son univers grandit, et du coup, toutes ses compétences sont travaillées de façon un peu instinctive. Donc, c'est peut-être pas facile au départ à mettre en œuvre. On peut faire une alternance entre des cours plus formels pour s'assurer un minimum et des choses plus ludiques. Et puis, en fonction de comment ça évolue, peut-être diminuer le formel et augmenter le ludique. Voilà. Alors, Neddy, c'est super Marion, ma femme adore cuisiner, faire des savons, produits naturels et coudre, donc ça va être génial pour notre fille. Carrément. Nolwenn, penses-tu qu'on peut quand même passer en IEF à 15 ans, en seconde, alors qu'on a toujours été à l'école avant? C'est le cas de ma fille, où c'est risqué. Mais non, bien sûr que c'est pas risqué. Il n'y a pas de souci, au contraire, en fait. Elle va y trouver, mais tellement bon, si elle était mal à l'école, d'avoir cette chance-là
de pouvoir lever le pied, prendre soin d'elle, qu'elle soit respectée dans ses rythmes. Enfin voilà, ça va être un super cadeau que tu peux lui faire et une super preuve d'amour si tu sens qu'elle n'est pas bien en fait. C'est juste répondre à un besoin et que ça soit 15 ans ou 3 ans ou peu importe. C'est chouette d'avoir été à l'écoute d'elle et de lui permettre cette chose-là. Et elle est en seconde, donc en seconde, on a le droit à une seconde chance. Claudine, chez nous, la médiathèque permet un accès gratuit à tout un tas de ressources pour tous les niveaux scolaires. Cela existe peut-être ailleurs. Ouais, ok, merci Claudine pour ce partage. Alors, revenons à notre petite présentation sur savoir comment les enfants apprennent. Donc, il y a aussi ce qui tue. Oh, il est 39, ça fait 1h39 que je suis avec vous, il faut que j'accélère le mouvement. Donc, ce qui tue la soif d'apprendre, c'est bien sûr le stress, la comparaison et l'humiliation. C'est les choses qu'on a tout le temps à l'école. On est tout le temps comparé avec les autres. Je ne dis pas qu'on est tout le temps humilié, mais on est toujours comparé et évalué, etc. Donc, bien sûr, il y a les sujets imposés, comme je disais tout à l'heure, et il y a le fait d'être interdit de jouer ou de bouger, suivant les personnes. On a besoin de bouger pour apprendre. On a besoin de jouer. Et ça, c'est tout le monde, hein, et surtout pour les enfants. Donc, évidemment, ça tue la soif d'apprendre. Alors, nous allons voir maintenant les pédagogies existantes. Alors, il y a bien sûr les pédagogies connues. Alors, lesquelles est-ce que vous connaissez? Dites-moi un petit peu quelles sont les pédagogies que vous connaissez. Donc, les plus pratiquées, je vais vous laisser répondre 2 secondes. Hop, je vais essayer de remonter le fil de vos questions. Comme ça, je vois s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Et je vous laisse me dire ce que vous connaissez comme pédagogie. Tac. Bon, bah, je ne suis pas trop en retard quand même. Belgisard. La maîtresse s'est plaint que mon fils avait les joues rouges après la récréation. Quand j'ai répondu que c'est normal, elle m'a dit qu'il courait beaucoup apparemment. Et c'est pas normal qu'un enfant puisse courir en récréation. Cette semaine, mon fils m'a demandé s'il pouvait courir autant qu'il voulait. Pauvre bonhomme. Alors, c'est parti pour les pédagogies que vous connaissez. Il y a la pédagogie Montessori. Donc, Marjorie Montessori, Fort, Stern. Ça, je ne comprends pas. Fort, Stern. Donc, il y a André Stern, qui lui est un enfant, est un adulte qui n'a jamais été à l'école et dont son père faisait pas mal d'art et notamment Steiner. Alors Astrid Freinet et Montessori, Montessori Freinet, Alicia. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. J'ai encore une question par rapport à la session d'hier, par rapport au courrier à envoyer à la mairie. Mes enfants ont une dérogation s'ils sont inscrits dans une école dans le village dans lequel je travaille. Du coup, je dois envoyer le courrier à quelle mairie? Celle-ci ou celle où nous habitons ou les deux? Dans la mairie où tu habites, parce que c'est eux qui vont faire l'enquête de mairie. Par contre, tu préviens l'école dans laquelle ils sont. Clotilde, Montessori, Marie, Singapour. Singapour n'est pas une pédagogie, mais une méthode. Mais c'est vrai que ça existe. Manoël, Steiner, Montessori, Freinet. Claudine, déjà pratiquée, Montessori est classique. Donc classique, c'est la pédagogie formelle, c'est celle qu'on trouve à l'école. Clotilde, Steiner, Belgisard, à part Montessori, je n'en connais pas. Freinet pour Sonia, Steiner pour Astrid. Pédagogie traditionnelle, Montessori, Alvarez. Donc Alvarez, c'est pareil, c'est la pédagogie Montessori en fait. Unschooling et naturel. Donc naturel, j'imagine que c'est les apprentissages autonomes. Audrey O2 et Sonia Freinet, pardon. Ok. Donc effectivement, il y a toutes les pédagogies connues. Alors il y a celle, donc on en reparlera sur dans le dernier atelier sur les pédagogies. Mais juste rapidement, celles qui sont les plus pratiquées en instruction en famille, donc il y a la pédagogie formelle qu'on retrouve à l'école
et aussi dans tout ce qui est cours par correspondance, où l'enfant c'est pas lui qui choisit les apprentissages, c'est pas lui qui choisit le moment de l'apprentissage, et où du coup il reçoit, j'avais envie de dire subit, mais ça peut être mal interprété, il reçoit un enseignement. Il y a un professeur et un enseignant et un élève, du coup. Il y a la pédagogie Montessori, où du coup la pédagogie Montessori, c'est toutes les compétences sont déclinées par atelier, donc toutes les compétences qui peuvent être travaillées en fonction de l'âge de l'enfant. Et l'enfant va choisir son atelier comme il le veut, suivant son âge et si cet atelier lui a déjà été présenté. Donc là, du coup, c'est l'enfant qui est maître, entre guillemets, de ses apprentissages, dans le sens, il n'est pas maître de ses apprentissages, mais vu qu'il choisit ses ateliers, c'est lui qui va, voilà. Il n'est pas maître de tous les ateliers qu'il y a en classe, parce que là, du coup, c'est l'enseignant qui va mettre en place ces différents ateliers, et l'enfant est libre de choisir l'atelier qui lui convient. Donc, voilà, c'est une pédagogie où on dit que l'enfant est mis au centre des apprentissages. Donc, c'est différent de la pédagogie formelle, mais ça reste quand même, il y a des choses qui restent imposées dans le sens où c'est le parent ou l'enseignant qui choisit quel atelier il va mettre à disposition de l'enfant. Ensuite, il y a la pédagogie freinée. Donc là, c'est une pédagogie un petit peu plus respectueuse de l'enfant également. Dans le sens où il va avoir un contrat de travail sur la semaine avec différentes choses à faire et il les fait dans l'ordre qu'il veut à partir du moment où c'est tout fait à la fin de la semaine. Il y a aussi dans la pédagogie freinée les textes libres, il y a aussi l'imprimerie où l'enfant du coup les enfants souvent c'est ensemble, ils vont écrire des journaux, enfin des petits pas quotidiens mais voilà des petits journaux qu'ils font ensemble sur différents sujets. Voilà, il y a différentes choses comme ça de la pédagogie freinée qui sont très intéressantes. Après, bon, ben voilà, le contrat de travail reste quand même imposé. Mais l'enfant est libre de le faire à son rythme et quand il veut. Alors, la pédagogie freinée, la pédagogie Steiner. Donc là, c'est une pédagogie qui développe plus tout ce qui est artistique, créatif, c'est une pédagogie, si on ne connaît pas, c'est super compliqué à mettre en œuvre en instruction en famille. Ça demande, comme la pédagogie Montessori, ça demande un minimum de connaissances de la personne accompagnante, un minimum de formation. Et du coup, c'est des pédagogies qui sont peut-être un peu plus longues à maîtriser, entre guillemets. Il y a moins d'outils qui sont facilement... voilà, on peut plus difficilement donner des outils comme ça aux enfants dans ces pédagogies-là. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dit donc, l'unschooling, effectivement. Alors, il y a aussi la pédagogie Charlotte Mason. Pardon, je passe d'un truc à l'autre, je dirais l'unschooling à la fin. La pédagogie Charlotte Mason. Donc, c'est une pédagogie qui est très libre jusqu'aux 6 ans de l'enfant, très respectueuse de l'enfant, où elle conseille jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, elle était comme Montessori dans les années 1900, enfin, fin 1800, début 1900, où elle conseille de laisser l'enfant mais aller dehors, mais un maximum, mais c'est style 6 heures par jour, quand l'enfant a moins de 6 ans, de rien faire, surtout pas ni de grammaire, ni de rien avant les 6 ans de l'enfant, de laisser l'enfant, voilà, au maximum aux découvertes de la vie. Et ensuite, par contre, ça se rapproche de la pédagogie formelle, mais tous les supports sont des living books, des livres vivants, des livres où on va trouver des informations, où ils vont être jolis, où ils vont être bien construits, où il va y avoir de vraies informations à l'intérieur. Voilà, donc tout va être basé sur ces livres-là, et l'enfant va être sollicité dans tous ses apprentissages à partir de là. Et voilà. Et par contre, après,
Donc, il y aura des exercices de narration, il y aura toutes sortes de choses comme ça. Mais voilà, c'est fait de façon… Alors, elle dit, voilà, toutes les 20 minutes, de tel âge à tel âge, changer d'activité toutes les 20 minutes. Il y a un côté quand même assez carré et assez formel dans cette pédagogie-là. Donc, effectivement, à cette époque-là, la religion aussi avait une place très importante. Mais on peut remplacer… Tous les adeptes de Charlotte Mason ne sont pas catholiques à fond ou religieux à fond. On peut remplacer toutes ces notions-là par de la spiritualité si on a envie. Alors, parlons maintenant de l'unschooling. L'unschooling, c'est tout ce qui est apprentissage autonome. Donc, les apprentissages autonomes, c'est les apprentissages naturels. C'est tout ce que l'enfant va s'imprégner de sa vie, de la vie dans laquelle il vit. C'est tout ce qui va le motiver. C'est tout ce qui va lui donner envie d'apprendre, donc en fonction de ses centres d'intérêt. Et du coup, il va s'imprégner de tout ça et apprendre naturellement ces choses-là. Après, il peut être demandeur, l'enfant peut être demandeur de renseignements, de cours, il peut être demandeur de… Donc, il y a différentes façons de faire l'unschooling parce que ça va dépendre du coup de chaque enfant. Il y a des enfants qui vont demander à recevoir de l'enseignement. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont toujours préférer se débrouiller par l'observation et après se débrouiller tout seul. Ça dépend des modes de fonctionnement des enfants. Donc, ça peut être très déroutant pour les parents parce que le parent doit être toujours présent, doit être toujours dans l'observation, doit toujours apporter un maximum à son enfant, mais sans le devancer, sans le contraindre. Et puis, ça peut être déstabilisant parce que, du coup, ça peut être super loin des attentes institutionnelles. Donc, il y a un côté qui peut faire peur, suivant l'enfant et suivant ce qu'il va avoir envie d'apprendre. Parce que, alors, il y a dans le bouquin Libre enfant de Summerhill. Donc, Summerhill, c'est une des premières écoles qui a eu école démocratique, voilà, où du coup les apprentissages autonomes sont préconisés. Enfin, voilà, c'est les apprentissages autonomes qui siègent dans ce genre d'école, dans les écoles démocratiques. Et il y a un enfant qui a pêché qui a été passionné. Il y avait un lac dans cette école. Il a été passionné par la pêche, mais pendant plusieurs années. Il passait son temps à pêcher. Et puis un jour, il en a eu marre de la pêche et il s'est passionné dans l'informatique. Et lorsqu'il s'est passionné dans l'informatique, donc il avait vraiment grandi en âge, il a fini par monter sa boîte d'informatique et du coup, il a réussi sa vie en fonction de ses intérêts. Donc après, je ne sais pas ce qu'il est devenu, hein, mais voilà, il a tout fait en fonction de ses intérêts. Donc, vous imaginez votre enfant, s'il fait que de la pêche pendant des années, des années, des années, vous pouvez vous demander si un jour il va apprendre à lire, apprendre, enfin voilà, tout ce qu'on dit essentiel dans notre société et qui est essentiel, hein, mais voilà. Juste lui, cet enfant-là, il a mis longtemps à avoir envie de se consacrer à autre chose et le jour où il s'est consacré à autre chose, il l'a fait avec autant de passion qu'il s'est consacré à la pêche et du coup, ça a été très, très vite. Voilà, donc l'unschooling, c'est déroutant. Le parent a une place aussi peut, ouais, je sais pas comment dire en fait. C'est assez subtil. C'est être présent sans être étouffant, être discret mais toujours là quand même, rassurant. Voilà, donc c'est pas évident de se positionner. Il y a un gros travail de lâcher prise parce qu'on est tous formatés. Les parents en unschooling, voilà, et moi la première, hein, surtout que j'ai été super formatée avec ma formation d'instit, n'est-ce pas? Et j'ai eu vraiment du mal à lâcher ça. Maintenant, j'ai essayé autre chose avec mon fils, donc, parce que c'est le plus grand. J'ai essayé la pédagogie Montessori, forcément, parce que j'avais tout le matériel, j'avais la formation, j'avais tout ça. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé plein d'autres choses, ça n'a pas fonctionné. Et c'est lui qui m'a mis devant ce fait accompli que voilà, lui, il avait envie et qu'il apprenait de façon autonome et qu'il était tellement passionné de certains sujets. Donc lui, il a été diagnostiqué avec des troubles déficitaires de l'attention. Donc, il est soi-disant incapable de rester concentré sur des sujets plus de tant de temps. Et finalement, lorsque je le laisse se guider par ouais, lorsqu'il se laisse guider par sa motivation et ses centres d'intérêt, il est capable de rester concentré pendant des heures, des jours, des mois sur les mêmes sujets parce que c'est ça qui le botte en fait. Et du coup, enfin voilà, c'est pas vrai en fait qu'il faut changer de sujet toutes les 20 minutes.
C'est absolument pas vrai. Il est capable de rester concentré pendant des jours sur le même truc si ça le passionne, en fait. Donc, c'est comme je vous disais, on enlève la norme, il n'y a plus de problème. Enfin bon, bref. Alors, j'en étais où? Maude, jusqu'à quel âge peut-on choisir la pédagogie Montessori? Collège aussi. Collège, il me semble que c'est... Donc là, on ne parle pas d'âge, là, mais d'un niveau. Il me semble que c'est compliqué, mais jusqu'aux 12 ans de l'enfant, il n'y a aucun souci en ce qui concerne les apprentissages scolaires. Donc toujours, voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus adapté dans les petits parce que ça a trait à la manipulation. Et dès qu'on passe un petit peu plus dans le mental et donc dans l'abstrait, au fur et à mesure où on grandit, on a moins besoin de manipuler, on est plus dans la représentation et dans l'abstraction. La pédagogie Montessori est moins adaptée. Voilà, elle est particulièrement adaptée aux enfants jusqu'à 6 ans. Elle est encore adaptée aux plus grands, mais au fur et à mesure, il y a d'autres besoins qui apparaissent, il me semble. Alors, 54, donc il me reste 4 minutes. Je finis de... On va bientôt se dire au revoir. Donc, je vais voir où est-ce que j'en suis de ma présentation. Donc, voilà, les pédagogies existantes, le but, c'est, oui, de les découvrir toutes, c'est super important. Et en instruction en famille, on n'est pas obligé de suivre une pédagogie. On peut faire un mélange de tout ça. Si l'enfant a besoin de plus de manipulation, apporter un petit atelier de Montessori et tout, pourquoi pas. Et puis, voilà, faire à sa sauce en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qui nous plaît dans une pédagogie ou dans l'autre, ce qui correspond au profil d'apprentissage de nos enfants dans une pédagogie ou dans l'autre. Ben voilà, vous avez le droit de faire tout à votre sauce comme ça vous convient. Et je voulais juste finir en vous parlant du fait que, alors, connaître les lois et faire des choix, bien sûr, c'est important de connaître la loi et de faire des choix, mais je n'aurai pas le temps de faire tout ça. Donc, je vous en reparlerai dans un prochain atelier, notamment sur le contrôle pédagogique. Alors, c'est important de connaître les lois pour pouvoir faire vos choix, parce que si vous savez que vous êtes dans la loi, vous n'aurez pas de souci à adhérer à vos pratiques et vous aurez confiance en vous. Et le fait de savoir qu'on a le droit de tout à partir du moment où nos enfants progressent et atteignent à leurs 16 ans l'ensemble des connaissances l'ensemble des compétences du socle commun, ça laisse une énorme possibilité. Et l'unschooling en fait partie également. Voilà, on n'est pas obligé de se fier aux compétences de cycle, au niveau scolaire, etc. On a une beaucoup plus grande laxité et c'est valable pour la nouvelle loi qui arrive. Et du coup, j'avais envie de vous dire que l'IEF, ce n'est pas l'école. Et je pense qu'on va terminer là-dessus, de se dire, essayez de lâcher prise par rapport à ça. Prenez du plaisir, prenez le temps, laissez-vous le temps, offrez-vous le temps de faire les choses, d'échanger avec vos enfants, de favoriser des apprentissages qui ont du sens, de passer un temps le plus de temps possible dehors. La nature est une source intarissable d'apprentissage possible. On ne peut pas plus apprendre qu'en étant au contact avec la nature. C'est notre terre-mère, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous tient en vie. Et voilà, on apprend de cette terre. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc, n'oubliez pas ça. Le plus important, c'est de garder. Mais comme nous, adultes, on est capable de mieux apprendre à partir du moment où on passe du temps dehors, où on se ressource, où on respire du bon air, où on prend soin de soi. Et du coup, voilà, de prendre conscience que l'instruction en famille, ce n'est pas faire l'école à la maison, c'est super important. Après, si vous avez besoin de faire des cours formels, faites des cours formels, c'est pas un souci. Mais partez en vacances hors des périodes scolaires. Accordez-vous des moments où, bah là, c'est pas le moment, j'ai pas envie, je suis fatiguée, mon enfant il est malade. Ben, voilà, il n'y a aucune pression en fait. Essayez de lâcher prise, de sortir un maximum, de favoriser les échanges, les partages, la vie en société. Et quand on dit que du coup, quand on fait l'instruction en famille, on prive nos enfants de liens sociaux, c'est le contraire. On leur permet d'avoir des liens sociaux de qualité, des liens choisis, des moments favorisés, des moments, voilà. Donc, je ne vais pas passer plus de temps à ça. J'espère que j'ai répondu quand même à pas mal de questions.
Je sais que je n'ai pas répondu à toutes, il en reste quelques-unes, mais je suis pas mal. Et du coup, alors, est-ce que lors de l'atelier, tu pourrais nous donner les références de livres pour nous permettre d'approfondir les pédagogies que l'on souhaite? Oui, j'essaierai de faire ça, Claudine. Mais aussi dans la formation que j'offre sur le blog, il y a un livret avec les différentes pédagogies et des activités qui sont proposées. Donc, voilà. Mais j'essaierai de faire ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vous dis tous un très grand merci. Je n'ai pas envie que ça soit coupé avant que ça soit terminé. Donc, je vous dis tous un très grand merci d'avoir été présent, d'avoir participé à ce live. Et du coup, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain pour l'atelier suivant qui est sur le contrôle pédagogique. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et à très bientôt. Lyria qui dit super intéressant. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée, Lyria. Merci. Ah, j'ai une question à vous poser. Punaise.